Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous avez déjà écouté. Oui, non. Oui, alors oui, juste que je sache un peu. Voilà. C'est C'est sur lequel il faut revenir. Là. Alors pour la petite histoire, donc, je m'appelle Jérémy Bérébi, 46 ans bientôt. Pour l'histoire, j'ai fait partie des pionniers de ce qu'on appelle Internet. C'est-à-dire qu'en 1994, alors que j'avais 16 ans, j'ai découvert Internet. Moi j'étais un des premiers, c'est-à-dire que c'était vraiment dans les tout premiers, à tel point que je suis devenu, en fait en France, le spécialiste du sujet pendant, jusqu'à aujourd'hui encore, on continue à m'interviewer sur tous les sujets concernant Internet. Mais en fait en 1994, c'est-à-dire qu'on est 6 ans avant que le grand public entende parler d'Internet, moi j'ai créé dans les journaux informatiques sur ce sujet-là. Alors moi je suis un enfant des écoles juives françaises, j'ai étudié à OSF jusqu'en 3e. Après, par accident, je me suis retrouvé à Boulogne, à Maïmonide. C'est vraiment par accident. Et c'est pas super pour moi. Mais en fait, la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que j'ai découvert en fait une passion qui était le sujet de l'Internet à l'époque. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le sujet des nouvelles technologies en général. C'est quelle est l'approche qu'un homme doit avoir vis-à-vis des nouvelles technologies. Donc pour revenir sur mon histoire, j'ai fondé ma première start-up à 19 ans. À 21 ans, j'avais 40 employés. Cauchemar. Mais j'étais la star de l'Internet. J'étais tous les journaux, Bill Gates, les journaux, les couvertures. Bon, c'était absolument fou. Et en fait, de l'extérieur, ça paraissait magnifique. À l'intérieur, c'était beaucoup plus dur. À l'époque où je me suis connecté pour la première fois, on payait 80 francs l'heure de connexion, c'est-à-dire à peu près en euros, 20 euros de l'heure, d'accord. Et pour voir apparaître une image, il fallait attendre une demi-heure pour voir apparaître. Pour voir apparaître une petite image comme ça, d'accord. Et donc on était en fait en mode texte, etc. Donc en fait j'ai pu vivre du début en fait de l'internet jusqu'à aujourd'hui, en passant par toutes les étapes. Donc j'ai fondé une start-up, après je me suis marié, j'ai vendu ma start-up, pas très cher, je commençais pas à faire des rêves. Mais ça m'a permis avec ma femme et nos enfants de venir nous installer ici. Bon, en fait, dès l'année où j'ai étudié, dès l'année où je suis rentré dans le monde du travail réellement, c'est-à-dire que j'ai travaillé en tant que journaliste dans les sociétés d'informatique, il y avait quelque chose qui était très très fort en moi, c'était la fierté des juifs. Et une fierté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur quand ils disent je suis juif, un peu comme dans Rabbi Jacob, seulement vous êtes juif comme ça. Mais non, moi en fait, j'étais extrêmement fier. Pour moi c'était un drapeau et quand je suis arrivé chez mes collègues de bureau, je disais à tous mes amis non juifs, qui veut venir manger avec moi au restaurant Kasher, ils me font tous ouais c'est super, c'est comme je sais quoi, ça ressemble à quoi, etc. Je dis bon regarde, vous allez être un peu déçu mais en tout cas c'est Kasher, donc venez avec moi. Mais bon, le resto était très sympa, on était à Levallois-Perrier, un très bon resto. Et le premier jour on était ensemble, deuxième jour ensemble, troisième jour j'y suis allé seul, le quatrième jour eux ils sont allés seuls au restaurant Kasher et moi j'ai mangé un sandwich que ma mère m'avait préparé au bureau. Donc au final, en fait, je suis arrivé comme ça dans le monde des affaires en étant très très fier des juifs et jusqu'à aujourd'hui. Et je vais passer les détails, mais il m'est arrivé des histoires de fous où je me suis retrouvé à déjeuner à côté d'Emmanuel Macron, que j'ai conseillé pendant pas mal de temps. Et j'étais assis à côté de lui, et à l'ambassade de France en Israël, enfin chez l'ambassadeur, très classe. Et donc je suis assis à côté de lui, et il me voit que je ne mange pas. Alors je lui dis, mais il me dit, pourquoi tu ne manges pas? Alors je lui dis, c'est pas Kasher. Il me dit, mais regarde, c'est écrit Kasher là. Il y avait un panneau, un monsieur qui avait écrit Kasher au stylo. D'accord. Alors je lui ai dit, mais tu veux qu'on rigole un peu? Alors je lui ai dit, viens, on appelle le cuisinier. On appelle le cuisinier, pas juif. Et on lui dit, alors c'est Kasher? Il fait, oh, je tombe tous les jours la vaisselle dans la mer. C'était à Yafo, il y avait la mer juste en bas. J'ai trempé la vaisselle dans la mer. Je fais cache-route et tout, vous connaissez des choses? Non, quoi, ça suffit pas. Vraiment, je vous dis, c'est une vraie histoire qui est arrivée. Et donc j'ai pas mangé, et Emmanuel Macron a posé sa fourchette et sa fourchette et son couteau, il était ministre des Finances à l'époque, et il n'a pas mangé. Il a dit, bah, moi non plus je mange pas, voilà, juste pour vous dire l'histoire. Mais donc en fait, cette histoire de fierté d'être juif, ça a été partout.
Même si au départ, moi, j'ai pas fait la yeshiva. Enfin, maintenant oui, mais à l'époque, j'ai pas fait de jeune. Mais il y avait quelque chose de très fort qui était, voilà, on est juif et on doit faire absolument tout ce qu'il faut quand on est juif, c'est-à-dire effectivement Shabbat, les fêtes. Je veillais énormément au Ilchot Yichud, d'accord, c'était très important. Les lois d'isolement entre hommes et femmes, etc. On se retrouve dans des bureaux, c'est en permanence pour se retrouver face à des problèmes. Et dans les années 2000, où j'étais justement dans tous les journaux, je paraissais vraiment la superstar, etc. C'est là où je me suis senti plus mal. Un peu comme on entend les stars, les habitués du show business, etc., qui commencent à se droguer quand ils deviennent des stars, etc. Bah, vraiment, je me suis senti très très mal. Et je commençais à organiser des cours de Torah à mon bureau. Puis après, j'ai commencé à étudier tous les matins jusqu'à 10h, 11h. J'étudiais, je me suis étudié, donc ça fait plus de maintenant 20 ans que j'étudiais tous les matins. Et pendant toute ma carrière professionnelle, j'ai étudié le matin et je travaillais l'après-midi. Il y a 6 ans, depuis 6 ans, j'étudie à plein temps. Je suis à Yeshiva, je suis au collège, à Netivat Olam. C'est une longue histoire comment je suis arrivé à ça, mais en tout cas, maintenant je suis vraiment à Yeshiva. J'ai fondé un fonds d'investissement avec Xavier Niel où j'investis dans 360 startups. J'ai cofondé un site qui s'appelle Litchi. Vous connaissez le cagnotte Litchi, hein. Donc je suis cofondateur de Litchi. Fondé une école d'informatique à Tel Aviv, à Amalgam. Fondé plein de trucs. Voilà. En fait, j'ai fait plein de choses. Mais en fait, tout ça à mi-temps. C'est-à-dire que voilà, j'ai travaillé, j'étudiais le matin et l'après-midi, je faisais des choses. Et je pouvais faire même 10 fois plus de choses si je voulais parce que, en fait, voilà, j'avais un don pour lancer des projets, lancer des entreprises, trouver des partenaires, etc. Et surtout, j'ai un gros atout, c'est que j'ai absolument pas peur de me planter. C'est-à-dire que la peur de l'échec n'existe pas en moi. Je sais que je vais me planter une fois sur deux au minimum, si c'est pas plus. Donc de toute façon, le plus grand défaut que peut avoir une personne, c'est de ne pas avoir fait ce qu'il doit faire. D'accord? C'est ce qu'on appelle au niveau le fils-fous. C'est-à-dire que voilà, je fais toute ma vie en disant je vais finir le Mishnah Bora, je vais finir le Chasse, ou même pas je vais finir une Maseret, je vais faire des chouettes permanence, et je vais dire non mais c'est trop dur, je vais pas y arriver, etc. 5 ans après, je vais regretter, je vais dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait, j'avais la possibilité, j'étais à la Yeshiva, j'étais au cadre avec les montagnes et tout, je pouvais étudier, et qu'est-ce que j'ai foutu à perdre mon temps. Ça c'est ce qu'on appelle le fils-fou, c'est un sentiment qui est horrible. C'est un sentiment de dire j'ai perdu mon temps au moment où je l'avais. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et moi, je ne veux absolument pas avoir ce sentiment-là. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir passé des choses et c'est très important de ça. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et pour arriver, donc j'ai vécu le sujet de l'Internet du début à la fin. L'ensemble de sociétés, Google a voulu acheter une de mes sociétés pour que je dirige Google Haifa. Voilà. Donc je ne suis pas en train de faire mes esprits personnels. Mais c'est juste pour vous dire que en fait, ma vie aujourd'hui, c'est la Torah. Je veux dire, exclusivement, ou presque, c'est à 95%. Mes enfants sont à la yeshivot, mes filles ont fait des séminaires, j'ai marié plusieurs enfants, sont à Vrechim, voilà, ma vie c'est ça, mais le monde de la technologie a été ma passion, en fait, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est en train d'arriver, etc. Je suis toujours passionné par ça, mais par contre, comme vous allez comprendre maintenant, j'ai une vision juive de la chose, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir une approche juive des choses. L'approche juive des choses, c'est quoi? Alors, il faut savoir que le monde des nouvelles technologies a été depuis les années 80 jusqu'à les années fin 2010 à peu près, a été un monde plutôt bienveillant. C'est-à-dire qu'en fait, une société qui crée un ordinateur, Microsoft qui faisait des logiciels, était là pour rendre la vie des utilisateurs meilleure. Écoutez bien ce que je vous dis, c'était vraiment pour rendre les gens meilleurs, c'est-à-dire les gens plus productifs, pour pouvoir faire les choses plus rapidement. Alors il y avait effectivement les jeux vidéo à côté, d'accord, qui étaient en plus, qui étaient collés aux ordinateurs, mais les ordinateurs n'ont pas été faits pour les jeux vidéo, en tout cas initialement. Et donc le monde de l'informatique, etc., était un monde de gens qui voulaient rendre le monde meilleur, d'accord, corriger les problèmes du monde. Donc c'est pour ça qu'il s'est lancé, nous on a lancé Litchi en 2009, par exemple, c'était un service qui permet d'aider les gens, moi je suis associé à des banques en ligne, des choses comme ça, ça permet évidemment d'améliorer les gens n'ont pas besoin, pour aller à la banque, n'ont pas besoin d'aller faire la queue pendant 3 heures dans un guichet, au moment où on arrive au guichet, on nous dit non, c'est l'heure de la pause déjeuner. On fait tout sur un œil, etc. Donc en fait, il y a tout un mouvement qui était de rendre toutes les choses beaucoup plus simples, bien meilleures. À partir des années 2007-2008, sont arrivés les réseaux sociaux.
Et est arrivé aussi un mouvement qui fait que on doit entrer dans un système de super consommation. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez Samsung ou Apple, les deux lancent un nouveau téléphone chaque année. D'accord? Il y a un nouveau smartphone qui sort chaque année. Qu'est-ce qui fait de plus que l'année dernière? Je pose la question à ceux qui l'achètent. D'accord? 90% des gens ne savent pas me répondre. Pourquoi le nouveau est mieux que l'ancien? On nous a mis dans la tête que le nouveau, c'est mieux qu'avant. D'accord? Le nouveau, c'est mieux qu'avant. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est du nouveau? C'est fait pour améliorer la vie des gens. Et ça, comme j'ai expliqué, c'est une erreur. C'était effectivement vrai il y a de longues années, mais aujourd'hui, en fait, le but de ces entreprises n'est absolument pas en fait de rendre le monde meilleur. Le but de ces entreprises n'est absolument pas de dire on va penser en fait à la personne et on va faire en sorte à la rendre plus productive, etc. Non. Le but de ces entreprises, c'est de faire acheter plus et de vendre leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux sociaux, par exemple, c'est le plus flagrant, vous donne un service gratuit, d'accord? Pourquoi on vous donne ça gratuitement? Parce qu'on est en train de vous vendre, vous. C'est-à-dire qu'en fait, on vous fait venir sur un service, TikTok, Snapchat, etc., et on fait en sorte à ce que vous y restiez le maximum possible. Et derrière, on va aller vendre des annonceurs publicitaires. Regardez, j'ai 100 000 pigeons là, qui adorent, peut-être 100 millions de pigeons qui adorent Mbappé. D'accord? Donc si tu veux leur vendre des t-shirts, tu vas aller leur fournir des t-shirts. D'accord? Et donc c'est quoi en fait? Et donc l'idée, comment fonctionne? Donc quelle est la vie des entreprises d'Internet? C'est en permanence comment je fais pour faire en sorte à ce que nos utilisateurs passent plus de temps chez eux. D'accord? Au début, en fait, quand Facebook s'est lancé, il y avait 100 millions d'utilisateurs. Ça a été 1 million, 2 millions, 5 millions, 50 millions, très très vite, ça allait à 100 millions d'utilisateurs. 300 millions, 400 millions, 500 millions. On commençait à s'étendre dans les autres pays, s'étendre en Europe, à un moment s'étendre en Afrique. En Afrique, ils disaient, mais en fait, comment on peut faire pour avoir plus de chiffre d'affaires, puisqu'on a déjà quasiment toute la planète, tous les gros pays qui sont sur notre plateforme, on va aller attaquer l'Afrique. Ils ont été même créé des avions qui vont au-dessus des villages africains pour qu'ils aient Internet. D'accord? C'est des avions qui passaient, qui transmettaient de l'Internet en intermittent. Donc ils ont demandé tout ça, c'était comment faire pour qu'il y ait Internet partout, dans tous les recoins de la Terre. Aujourd'hui, vous avez presque 4 milliards de personnes qui sont sur Internet, sur Facebook, sur tous les services de Facebook. 4 milliards de personnes, je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que vous avez les États-Unis, c'est 450 millions de personnes. Finalement, ces services-là, ce sont les plus grands pays du monde, d'accord? Même si c'est virtuel, mais ce sont les plus grandes organisations qui chapeautent le plus de personnes. Et donc, quand on est en train de faire en sorte, ces gens-là sont en train de nous faire en sorte à augmenter de 5%, de 10%, d'augmenter le temps passé sur leurs services, on parle donc de milliards de minutes de plus qu'ils peuvent vendre à leurs annonceurs. D'accord? On parle donc de milliards. Alors, je reviens sur le côté de comment un juge va appréhender les choses. Il y a un passage dans Bereshit qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. Alors, il y a plusieurs explications à ça. L'une des explications qu'on reprend souvent, c'est que l'homme a le pouvoir du choix, le pouvoir de choisir. D'accord? C'est-à-dire que, alors que un animal ne choisit pas, il est attiré par ses instincts, un homme peut faire des choix. D'accord? Quand vous sortez de terminal et décidez d'aller à la yeshiva, c'est un choix. Quand vous allez choisir votre futur kalam, les Hachem, vous allez faire un choix de quel type de kalam vous voulez, quel type de famille vous voulez, à quel endroit vous allez habiter, dans quel type d'école vous allez mettre vos enfants, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir en permanence plein de choix à faire. Mais des choix, c'est pas est-ce que je mange ce soir une pizza ou une crêpe, d'accord, ou bassari au khalabi. Ça non, ça un ordinateur peut savoir avant vous-même ce dont vous allez avoir besoin, en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos habitudes. Ça c'est automatique un peu ces choses-là. Pareil, si on veut choisir, je viens de Bnei Brak, je peux prendre la route 1, je prends la 443, d'accord, Waze prend des meilleures décisions qu'un homme, d'accord. Donc c'est évidemment pas sur ça qu'on est en train d'être jugé, d'accord. Mais le choix c'est quoi? C'est au fur et à mesure de ma vie, est-ce que je vais faire le bien ou est-ce que je vais faire le mal? D'accord? Le bien c'est quoi? C'est des choses qui me font grandir. D'accord? C'est je vais grandir
je vais améliorer ma personne, je vais améliorer mon attachement à Kadosh Baruch Hu, et je vais améliorer mes connaissances. Okay, tout ça, ça va ensemble, c'est une même chose. Je vais améliorer la manière dont je me comporte à la maison, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants. Je vais améliorer. Ça, en fait, c'est quand on s'améliore et qu'on est justement en train de prendre des bons choix, en général, on n'est pas la même personne d'une année à une autre. Chaque année, toutes les années, on est en train de progresser. Moi, j'ai des amis, on est sortis de l'école à 18 ans, je les revois aujourd'hui, c'est les mêmes. Ils sont habillés pareil, alors qu'ils ont 20 ans de plus, habillés pareil, ils vivent exactement de la même manière, ils parlent exactement des mêmes bêtises, exactement tout pareil. Ils n'ont pas progressé, rien. Tellement Kadosh Baruch Hu, Kloum. Alors oui, de temps en temps, on va mettre des filines, on va faire des choses, etc. Mais chose qui est plutôt symbolique, d'accord? Même si c'est évidemment très important. Mais, en tout cas, il n'y a pas de progression. Qu'est-ce qui est le bien? Le bien, d'accord, faire le choix vers le bien, c'est ce qui nous fait progresser, ce qui nous fait construire quelque chose. On a la chance, nous, d'avoir le Shulchan Aruch, d'avoir tous les livres que vous avez là, et beaucoup plus. D'accord, là, vous avez 0,1% des livres qu'il peut y avoir sur le monde de la Torah. Et en fait, on a nos rabbinim. Donc on a en fait des livres, on a nos rabbinim qui les ont étudiés mieux que nous. Et donc en fait, on a la possibilité, beaucoup plus que d'autres, d'arriver à faire des bons choix dans notre vie. D'accord? Maintenant, le Yetzer Hara a un seul objectif. L'objectif, c'est que vous ne fassiez pas ces bons choix. D'accord? C'est ça son objectif. C'est qu'à un moment donné, soit à un moment précis, soit en permanence, il veut faire en sorte à ce que vous fassiez le mauvais choix. C'est son rôle. Hachem l'a envoyé pour ça. L'envoyer bien. Moi, je leur donne tout le bien du monde et je vais t'envoyer de Sahara. Tu vas aller essayer de les attirer de l'autre côté. Et le Sahara, on dit, le Sahara a plusieurs formes. D'accord? Pour ça qu'on voit qu'il y a plein de schémas, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, le Sahara a plusieurs formes. Comment le Sahara fonctionne? Donc, soit il nous fait prendre de mauvais choix, d'accord? Soit il ne nous fait pas prendre de choix du tout. D'accord? Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc je répète, soit on nous fait prendre de mauvais choix, d'accord? Il y a une bande de copains. Non, la bande de copains c'est un mauvais exemple. C'est le deuxième. Ah non, on va parler du deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est quand est-ce que je ne prends pas de choix du tout. J'ai une bande de copains qui décident d'aller faire une bêtise. D'accord? D'aller quelque part dans un endroit, on passe dans les Shiva. D'accord? Et c'est mes copains. D'accord, c'est ma bande, d'accord, on est tous ensemble, on est toujours ensemble, on s'adore, etc. Et donc mes copains vont vers cet endroit-là, d'accord, et vont faire cette bêtise-là, pas cachère, Shulchan Aruch, évidemment, ça ne correspond pas, et moi en fait, je me laisse porter, d'accord, je suis comme dans un tapis roulant, mes copains y vont, j'y vais. Donc je me retrouve face à une situation finalement que je n'ai pas choisie, mais je me retrouve quand même dans cette situation, je vais quand même me retrouver de quelque part. Moi, il m'est arrivé dans ma jeunesse de me retrouver dans un endroit un jour où j'étais attiré par des amis, d'accord? On était à la banque comme ça, viens, on va là, on va tout, je me retrouve à un endroit mal famé, au secours, d'accord? Mais j'ai pas choisi d'avoir été à cet endroit-là, mais j'ai pas choisi non plus de dire, vous allez tout seul, moi je m'en vais, d'accord? Pourquoi? Parce que quand on est jeune, très très souvent, on n'aime pas être seul, d'accord? Donc on aime bien être seul. Pour ça d'ailleurs qu'il y a un énorme avantage d'être dans une yeshiva, où en fait vous avez tous ensemble, vous avez envie de grandir, vous avez envie de vous perfectionner, vous avez des rabbinim qui sont là pour vous coacher, etc. C'est un énorme avantage. Mais quand on se retrouve à l'extérieur, et qu'on se retrouve à l'université, on se retrouve ici, etc., c'est beaucoup plus dur le fait de grandir. Et c'est beaucoup plus facile de tomber dans cette histoire de ne pas faire des choix. Et effectivement, de faire des choix, c'est effectivement celui qui est le chef de bande qui va aller dire je vais aller faire cette bêtise. Donc en fait, le Yetzer Hara a deux fonctionnements. Les réseaux sociaux fonctionnent d'une manière, c'est-à-dire que tous les mécanismes des réseaux sociaux font en sorte à ce que l'on ne fasse pas de choix. D'accord? C'est-à-dire qu'on fait en sorte, toutes les techniques qui sont utilisées sont faites pour qu'on commence, on prend un écran, on commence à regarder quelque chose, même si c'est un cours de Torah au début, on a envie de voir un super cours de Torah, etc. Et on est juste en train de regarder, et on commence, et on a un cours. Et à la fin du cours sur YouTube, paf, 5 secondes après, non c'est plus 5 secondes, maintenant c'est 1 seconde, d'accord? YouTube nous envoie une vidéo. J'ai demandé, pourquoi il m'envoie une autre vidéo? Ça, cette phrase que je dis là, je ne le dis pas, parce que je ne m'en rends même pas compte. Je suis passé à une autre vidéo, je passe à une autre vidéo, et cette autre vidéo, elle va en plus être super intéressante.
Et donc je continue à voir la vidéo d'après. Et c'est YouTube qui me l'a servi, j'ai pas fait de droit. Et la vidéo d'après, et la vidéo d'après. Et là je peux passer en fait 3 heures, 4 heures à regarder, et à regarder, et à regarder, et à regarder. Je passe de YouTube et TikTok, c'est la même, ça fonctionne de la même manière. L'ensemble des systèmes d'algorithmes fonctionnent de la même manière. Donc en fait, on se retrouve dans un système qui est fait pas pour qu'à un moment, comme je vous l'ai dit, je vais m'aider à me construire. Quelqu'un qui doit passer son bac dans 2 semaines, Facebook ne va pas l'aider à passer son bac. D'accord? Il va faire Facebook, n'en a absolument rien à faire. Il va aller faire en sorte à ce que je reste au maximum de temps, et même si tu rates ton bac, je n'en ai absolument rien à faire. Au contraire, tu vas avoir une année de plus pour rester chez moi. D'accord? Ben oui. Donc en fait, donc comme j'ai dit, comment ça se passe, c'est qu'en fait, on va nous proposer en permanence des choses qui nous intéressent, vous expliquer comment on arrive autant à nous connaître, et on va faire en sorte que vous fassiez tout choix. Quand je fais défiler un écran, l'une des techniques, par exemple, pour faire en sorte à ce que les gens fassent défiler en permanence, ça ne s'arrête pas, wow, ça s'arrête pas. Par exemple, on connaît la taille de votre écran. D'accord? C'est un des exemples, mais il y en a des milliers de techniques. Juste pour vous dire. C'est un exemple. On connaît la taille de votre écran. Ce qu'on fait en sorte, à ce que quand vous faites défiler quelque chose, toujours en bas, l'information du bas a démarré. Donc vous avez le début de l'information du bas. Et l'homme est curieux. Et donc il veut voir la suite. Il a vu quelque chose. Donc il continue. Et c'est toujours en bas, il y a toujours la petite chose qui reste. D'accord? Et hop, continue. Et donc il reste comme ça, il continue. Et il ne s'arrête pas. Il ne sait pas pourquoi il fait ça. D'accord? Mais il fait ça parce qu'effectivement, à chaque fois, il y a quelque chose qui continue. C'est un des exemples. Et les exemples, il y en a, comme je vais dire, il y en a à l'infini. Je vais revenir un peu en arrière. Donc, comme je disais, le rôle du juif, donc le rôle de l'homme, c'est de faire les bons choix. Le rôle du juif, pour arriver à faire ces bons choix, il faut arriver à filtrer le monde. On a l'habitude, nous, de manger cachère. Donc on filtre ce qu'on mange. On ne mange pas n'importe quoi. D'accord? J'ai un membre de la famille qui était en Chine. Il était en Chine il y a 2 semaines. Il m'a dit qu'il a vu des Chinois manger des cafards. D'accord? Il les a vus manger un cafard. Il croque, ça bouge, ça se mange. Nous, on fait attention à ce qu'on mange. On fait attention à ce qu'on doit écouter. D'accord? On n'écoute pas de la shonara. On fait attention à ce qu'on dit. On ne dit pas de la shonara. De la même manière, dans le monde des nouvelles technologies, on doit faire toujours attention à ce qu'on utilise. En fait, il faut se dire, comme j'ai expliqué, que tout ce qui est nouveau n'est pas meilleur. Ça, c'était avant. Dans l'informatique, c'était avant. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Tout ce qui est nouveau est suspicieux. Quand c'est nouveau, il y a une suspicion que ça va empirer notre cas. Donc en fait, vous avez quelque chose. Vous avez besoin maintenant d'utiliser un logiciel. Vous travaillez dans une société, vous devenez comptable, d'accord? Ou n'importe quel métier vous pouvez avoir. Ou même au collège, d'accord? Vous allez au collège. Aujourd'hui, les collèges à Bnei Brak, les collèges où il n'y a que des ordinateurs. Tout le monde a Otsar, tout le monde a Bar-Ilan, tout le monde est comme ça, là. Et on peut avoir un petit Etzara, un petit programme par-ci, un petit programme par-ça. Tiens, je vais faire un petit jeu d'échecs. Un jour, j'ai vu un Aaron, il jouait sur son truc. D'accord? Avant, on arrivait. Mais pourquoi je ne le dis pas pour critiquer cet avouer-là? C'est qu'en fait, très facilement, on peut se faire absorber par autre chose. D'accord? Et donc, en fait, il faut qu'en fait, que quand nous, on a une approche de la technologie, quand on a une approche d'un nouvel appareil, de nouvelles applications, d'un nouveau logiciel, d'un nouvel ordinateur, même d'un nouvel appareil, quel que soit, c'est-à-dire même un Mazgan. Alors, le Mazgan, c'est que ça va nous faire du bien et quand c'est indispensable. Mais n'importe quoi qui est nouveau, d'accord, il faut se demander si ce nouveau-là, est-ce qu'il va améliorer notre vie spirituelle, et même matérielle, est-ce qu'il va faire en sorte que ça va nous faire grandir, d'accord, va nous faire ça va être le bon choix, ou alors ça va au contraire nous faire tomber. D'accord? Et ça, c'est une clé super importante. Et le fait de te dire, mais moi, WhatsApp, j'en ai absolument besoin, parce que tout le monde l'a, ça, c'est une bêtise. D'accord? Moi, à titre personnel, ça fait 8 ans, non, tu sais quoi? Ouais, les 8-9 ans que j'ai pas WhatsApp, d'accord? Baruch Hashem, j'ai pas WhatsApp, et je suis plus hors du monde, et avec ça, je peux continuer à faire du business par mail. Quand je suis au collège, il n'y a personne qui me dérange, d'accord? On voit au collège, il y a que de temps en temps la voix et tout qui vient me parler, etc. Baruch Hashem, mais on est là, on est dedans dans l'histoire.
Donc en fait, même les choses qui nous paraissent aujourd'hui aussi indispensables qu'un stylo, d'accord? Il faut se reposer la question, est-ce que oui, ils sont indispensables? Ou est-ce que non, je ne vais pas tomber dans un piège? Je prends l'exemple de WhatsApp, d'accord? L'exemple de WhatsApp, alors on peut utiliser ça comme une petite communication, vous êtes à distance, vous devez parler avec vos parents, d'accord? Et voilà, c'est un peu comme le téléphone. Mais bon, on va quand même s'inscrire au groupe des fans du PSG, d'accord? Je crois qu'il y en a quelques-uns ici, le football. C'est très 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 fort sur les réseaux sociaux, etc. C'est un groupe, on parle de centaines de millions, de milliards de gens qui sont attirés pour connaître ce qu'a fait le joueur, dans quelle équipe il se trouve, et quel est le score du match, et le match de demain. Et je vais rentrer dans un groupe des végétariens, parce que j'ai décidé de devenir vegan, et je vais décider de... Au final, on est là en fait en utilisant un outil, en ayant un super petit route, en disant oui, j'utilise pour communiquer avec mes parents, les pauvres mes parents qui voulaient avoir l'air, tout ça. Et à la fin, je me retrouve, avec Kivudavaim qui représente 0,1%, et tout le reste, c'est de la perte de temps. Tout le reste, c'est de la perte de temps. Et je prends un exemple, un autre exemple, justement sur WhatsApp, plein de femmes, beaucoup de femmes, et il y a des hommes aussi, mais c'est très, très courant chez les femmes, s'abonnent à des groupes de Teilim. D'accord? On prie pour les gens. Ça paraît magnifique. On prie pour les gens malades, etc. etc. J'ai lu un maman de Rav Victor Miller qui disait qu'on ne doit pas passer son temps à rester dans un environnement où on est en permanence en train de parler des gens malades, des gens qui ont des problèmes, des gens ci, des gens ça. Parce qu'on ne peut pas faire la Avodat Hashem si on n'a pas de la simcha. On ne peut pas faire la Avodat Hashem si on est toujours dans un environnement négatif. Je vois moi les gens qui sont dans ces groupes-là, ils ont une rasra, en yiddish, permanente, de tout. Ils ont peur de tout. Tout le monde, pour eux, tout le monde est malade. Les hôpitaux sont tous pleins. Et tout le monde a un problème. Et tous les soldats, ils sont tous blessés. Et tout le monde est en truc. Il y a des attentats, mais tout le temps. Et pas de chaleur. Mais en fait, ils vivent dans un climat. Alors, effectivement, ils prient, ils font leur télim. Mais au lieu, en fait, de faire des télim pour renforcer les autres, ils sont en train de s'autodétruire eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont en train de s'enfoncer dans une boue. Et ça c'est le genre de choses qui est, pour moi, très très courant et que je vois chez tous les gens qui sont dans ces systèmes-là. C'est des angoissés permanents. Et on ne peut pas... Donc, en fait, moi, je le dis, et c'est comme ça que le Mamar David Mila, qui a 30 ans, 40 ans, il était exactement pour parler de ce genre de choses. Il disait, sortez de là. Ah, mais je dois prier pour les malades. Oui, tu prends dans ta Mila, on dit Raphaël, tu pries pour les malades, tu as quelques personnes que tu connais de très proches, tu as prié pour eux, et après, tu continues ta Avodat Hashem. Ne vis pas là-dedans tout le temps. C'est un des exemples. Mais donc, en fait, on peut se retrouver, comme j'ai expliqué, à vouloir faire des choses bien. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, un jour j'ai donné à une yeshiva, j'ai eu un cours, il y a un qui m'a dit, oui, mais il y a un Rav qui est sur Instagram, je ne vais pas pouvoir le suivre. Alors ce qu'on a fait, on est sorti du cours, on a appelé le Rav 1-1, d'accord, qui est un très bon ami à moi, et il lui a parlé, il lui a dit, je t'en prie, ne reste pas sur Instagram à cause de moi, je vais aller en enfer. D'accord? Il a dit comme ça, il a dit, je vais aller en enfer, tu veux me détruire ou quoi? Il dit, sors de là, tu vas pour ça, je vais trouver un moyen pour que tu puisses recevoir les chérim quand même, etc. Je peux même venir te voir si tu veux, je viens te voir à titre personnel. Mais on peut se retrouver, même par la doucha, on peut se retrouver dans une situation où on va rester on va se mettre au final dans la boue, d'accord? Dans la boue pour aller voir le cours le shiur d'arabe qui dure 2 minutes par jour, et pendant 3 heures par jour, on va être en train de défiler et voir les horreurs du monde. Il y a donc maintenant plusieurs problèmes qu'il y a donc dans le monde internet, on va expliquer. Donc il y a le fait de ne pas pouvoir faire de choix. Et il y a un des points les plus critiques, c'est le fait d'être toujours en contact avec tout le monde. D'accord? C'est quoi être toujours en contact? C'est-à-dire d'être toujours interrompu. Où tu es, qu'est-ce que tu fais? Ça, même avec le téléphone le plus cher qu'il soit, on peut avoir aussi ce problème. On va prendre, et si on réfléchit bien, on prend le métier des plus grands du peuple juif. Abraham, Yitzhak et Jacob, David Ameler, Rabbi Akiva. Ils avaient tous le même métier, ils étaient bergers. D'accord? Berger, c'est le métier le plus barbant du monde, pour être clair. Le plus barbant du monde. C'est-à-dire qu'ils amènent leur bête au pâturage, ils s'assoient sur une pierre, ou où ils veulent, d'accord? Ils s'assoient, ils regardent leurs animaux brouser. Et
Ce sont des gens qui n'avaient rien à faire toute la journée, qui n'étaient pas interrompus toute la journée. C'est de ça que sont sortis les fondateurs du peuple juif. Alors les gens vont dire, c'est une coïncidence, ils n'avaient pas grand-chose à faire à l'époque. Non, rien à faire, il y avait des choux qui pouvaient être au marché. Donc on dit, ouais, c'est le marchand, le mec qui vendait le houmous en plein milieu du chou qui est sorti, le gadol de la zone. Non, ils sont tous bergers. Ils étaient séparés du monde. Ils étaient complètement seuls. Et à ce moment-là, ils se sont mis à se construire. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un téléphone, qui a un smartphone, il le prend dans la main entre 110 et 150 fois par jour. 110 à 50 fois par jour. Et ça, c'était il y a quelques années, je pense qu'aujourd'hui, c'est même ça peut être. 110 à 150 fois par jour, ça veut dire qu'ils le prennent en moyenne toutes les 5 minutes. Il faut, pour se concentrer sur un sujet, à peu près 10 minutes au cerveau pour se concentrer. Quand vous arrivez le matin, à moins que vous soyez des génies, vous ouvrez votre Gemara, vous n'êtes pas à fond dedans tout de suite. On est d'accord? Ça commence, on attend, on rentre. Après quelques minutes, on est dedans, d'accord? Si vous êtes interrompu toutes les 5 minutes, à ce moment-là, jamais vous serez concentré dans votre journée. Jamais. En permanence, il va y avoir quelque chose. En permanence, vous allez sortir un truc. Et le moindre petite interruption de 1 seconde peut nous faire perdre une demi-heure après de concentration. 1 seconde. 1 seconde. Un jour, j'avais laissé mon téléphone allumé, avec Gérald par erreur. J'ai reçu un appel, et donc le téléphone a vibré. Je n'avais pas mis en GL. Le téléphone a vibré. J'ai perdu 30 minutes du cours. 30 minutes du show, j'étais plus là. J'étais plus là, je pensais pourquoi il m'a appelé, qu'est-ce qu'il veut, là. Quand il fait, non, j'aime, je t'en prie, aide-moi. Bon, heureusement, on enregistre le cours, je ne peux plus le réécouter. Mais c'était impressionnant. 1 seconde. Donc on imaginait, on est dans un système où on est interrompu en permanence. En permanence. Il m'est arrivé plusieurs fois une expérience qui m'a fait découvrir quelque chose. Vous allez voir, c'est un grand secret. Qui n'est pas un secret, mais il faut aller le chercher. J'ai étudié avec Marc Abrouta le matin, et on est en train d'étudier, je ne sais pas, un Tosfot, d'accord? Donc on étudie Tosfot, et on ne comprend pas. On a plein de questions dessus, on ne comprend pas la question, tout ça répond. Vous savez ce que c'est pas réussir à comprendre à 100%. Donc on arrive, on ne comprend pas, il arrive 1 heure, on fait Mincha, on ferme notre livre, on fait Mincha, on rentre chez nous, on revient à 4 heures, on ouvre le livre, on lit le Tosfot, on comprend tout de suite. Tout de suite. Ça m'arrive 1 fois, ça m'arrive 2 fois, ça m'arrive 3 fois, à un moment je me suis dit c'est pas possible. Il y a un ange qui vient vous donner la réponse aux oreilles, il dit qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai étudié en fait les neurologues en fait ont analysé en fait ce système, pourquoi ça fonctionne comme ça. Ils n'ont pas parlé de Tosfot, mais autre chose, c'est qu'en fait, le moment où notre cerveau n'est pas utilisé, c'est à ce moment-là qu'il se met à résoudre tous nos problèmes. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où vous êtes détendu et vous n'êtes pas en train d'écouter de la musique, vous n'êtes pas en train de lire quelque chose, etc., le cerveau se met en mode de travail, dans le subconscient, vous ne savez même pas, et il va en fait résoudre toutes les complications que vous avez. D'accord? Alors évidemment, c'est pas on est en lutte soit 30 secondes, on est comme ça, je ferme et hop, je reviens l'après-midi, ça marche, d'accord? Il faut quand même aller au bout de la chose, d'accord? Mais le fait de ne rien faire, ça, et donc toutes les neurologues et tout ce monde-là de la science a vraiment découvert que le temps libre fait gagner énormément. Et c'est pour ça aujourd'hui quand on voit quelqu'un qui prend l'ascenseur ou qui fait la queue au supermarché et qui a un smartphone, évidemment il va sortir son smartphone. Rasé Shalom qui va attendre comme ça et faire la queue. Ou 5 étages, oh papa, donc il prend le smartphone, il fait tac, 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 tac. Si on lui demande qu'est-ce que tu as fait quand il a fait son téléphone, il ne saura pas répondre, d'accord? Tac, 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 il remet dans la poche, et... Alors qu'en fait, si on peut utiliser nos moments où on ne fait rien, le moment de détente, vous voyez tout à l'heure quand je suis arrivé, je voyais plusieurs gens qui étaient à l'extérieur, d'accord? On est là devant les montagnes, c'est magnifique, vous avez du temps, vous détendez, vous prenez une chaise, vous détendez. À ce moment-là, vous allez avoir des idées qui vont passer. Vous pouvez avoir justement résoudre le Tosfot que vous avez lu le matin, etc. Sauf si ça ne vous intéresse pas. Si ça ne vous intéresse pas, je pense pas que le cerveau va se mettre à le résoudre. D'accord? Mais Shalom, bien sûr que ça intéresse tout le monde.
Mais ça va résoudre. Ça va résoudre. Et on s'en rend compte, je vais vous donner une preuve de ce que je suis en train de vous dire. Quand vous faites la Hamida, c'est pas à ce moment-là que vous vous rappelez de votre liste de courses. Vous vous rappelez de qui vous n'avez pas invité au mariage de votre fille. Vous avez rappelé enfin bon, vous n'êtes pas encore à ce là, mais bientôt ça arrivera. J'ai l'impression que ça va être très vite. En même temps, ça arrive vite. Vous vous rappelez des courses que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas appelé votre mère, vous n'avez pas appelé ci, vous n'avez pas fait... Il y a plein de trucs qui arrivent dans la tête. Quoi, juste pendant la Hamida, Hachem, je veux prier. Il y a des choses qui nous sortent. Pourquoi ça se passe comme ça? Comment quelqu'un a réussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire la Hamida du premier mot au dernier mot sans penser à rien? Quelqu'un a réussi? C'est impossible. C'est impossible. Alors il y a le Nefesh Chaim, il a tout un truc comme ça. Mais il y a toujours, c'est une guerre. C'est une guerre contre son cerveau qui va justement se mettre en route. Lui, il va mettre en route le système automatique. Il va aller te vers... Et donc, alors pendant la Mida, il vaut mieux ne pas penser à autre chose, d'accord? Bon, si je vous dis de ne pas penser à autre chose, vous allez penser d'accord à autre chose. Donc j'arrête d'en parler. Dès que votre Mida va arriver, ça va être très bien. D'abord, quelqu'un a l'histoire de l'ours blanc. Si je vous demande maintenant de ne pas penser à un ours blanc, vous avez réussi à penser à un ours blanc? Vous avez pensé aux ours blancs? C'est pas le même problème. Mais bon, on revient sur la... Donc en fait, les moments de libre, c'est pour ça qu'il faut savoir aussi qu'il y a plein de gens qui trouvent leurs meilleures idées, leurs meilleures stratégies business, ou ça, sous la douche. Ils sont en train de prendre leur douche le matin. Pourquoi? Il y a de l'eau qui coule, ils n'ont rien à faire, le cerveau il se libère, et là, donc le fait d'avoir ce temps libre, le fait d'avoir ce temps ininterrompu, fait que, justement, on arrive en fait finalement à développer notre cerveau et à faire plein de belles choses. Si vous voyez un jour, il y avait Rav Moshe Shapira, qui était dans un bus. Rav Moshe Shapira, c'est un des Gdolei Olam qui est niftar il y a quelques années, qui était à Yerushalayim. Si vous étudiez, vous lisez, vous arrivez à lire ces cours, vous voyez, c'est juste incroyable. Et un jour, quelqu'un le voit assis dans un bus. Donc il s'assoit à côté de lui, il voit que Rav Moshe Shapira ne fait rien. Il regarde par la fenêtre. Il commence à dire, Moshe, j'aime beaucoup vos cours. Il commence à lui parler et tout. Et Moshe lui dit, tu crois que là je faisais vraiment rien? Tu crois que vraiment j'étais en train de m'ennuyer là? J'étais au plus profond d'une souguée en ce moment. Mon cerveau, il était complètement accaparé, il était complètement dans un sujet. Et ça, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à des points omèques dans la Torah, moi j'ai la chance, cette année non, j'ai changé d'étage, mais on était pendant des années, j'avais le fils de Rav Pinkus, qui était juste assis pour moi. Donc moi je suis assis là, il était assis là, d'accord, qui étudiait avec moi. Rav Pinkus, c'est un des Gdolei Moussar, un des Gdolim des dernières années, enfin du dernier siècle. Et je le voyais étudier, il avait avec sa Chavruta, il lisait la Gemara, et après, lui, sa Chavruta, il pouvait ne pas parler comme ça pendant, je vais dire une demi-heure, mais c'est peut-être une heure. Ils étaient comme ça. Je dis, mais ils dorment. Et après, ils se mettent à parler, et c'était un feu d'artifice. Moi, je m'arrêtais et j'écoutais. C'était incroyable. Ils avaient refait toute la sauvegarde. Ils avaient tout refait, ils avaient tout revu, ils avaient compris autrement. Mais c'est le silence. Et ce silence-là, on veut nous le voler. Les sociétés de l'Internet ont une chose qui les importe, c'est que vous n'ayez pas de silence. Parce que ce silence vous permet de réfléchir. Et si vous réfléchissez trop, vous n'allez pas utiliser des services débiles comme ça. D'accord? Et donc à partir de... Donc comment en fait, il faut savoir, il y a une histoire comme ça qui s'est passée chez Google, il y a de longues années. En fait, au début, il y avait, sur le premier iPhone qui est sorti en 2007, pour voir ses mails, il fallait aller dans l'application Mail et rafraîchir ses mails. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'alerte quand on recevait un mail. iPhone, non, il n'y avait pas d'alerte, il n'y avait que les BlackBerry qui permettaient de faire ça. Et à ce moment-là, Google rachète Android, d'accord? Et il se retrouve dans une réunion au sein de chez Google. Il y a une réunion qui a lieu. Et on parle en haut, d'accord? Et l'objectif de la réunion, c'était comment faire en sorte à ce que les gens prennent plus dans la main leur smartphone tous les jours.
C'est ça. C'est les boîtes de l'internet qui veulent notre bien, comme ils disent. D'accord? Ils veulent comment on fait plus prendre la main la chose. Donc quelqu'un a eu l'idée. On va faire en sorte d'envoyer une notification quand les gens reçoivent un mail. Super. À chaque fois qu'il y a un mail, pas ding. Ah oui, il y a un mail, on va prendre la main. Et immédiatement, quelqu'un a répondu oui, mais c'est gentil, mais il y a des gens qui reçoivent 5 mails par jour. Ça va pas aller très très loin. Et là, ils ont continué à réfléchir. Quand je dis ils, on parle il y a les psychologues avec les plus grands spécialistes du monde, les plus grands PhD, les plus grands, ils ont fait les plus grandes universités, toute la science, les mecs sont payés, des fois ils sont payés 500 000 $ par an, d'accord? C'est leur salaire fixe, plus de bonus, d'accord? Juste pour vous dire, d'accord? Et je veux dire, des fois c'est même ça monte au double. Et donc ils sont là, donc les gens, entre guillemets, les plus intelligents de la planète, ils sont là, autour du table en train de dire comment je vais faire pour avoir plus de trucs. Et là, il y en a un qui a une idée, il dit, regarde ce qu'on va faire. On va permettre à n'importe quel développeur d'application d'envoyer une notification. N'importe qui. C'est un jeu, il peut t'envoyer un truc en disant, ah, t'as fait 2 jours que t'as pas joué, reviens. Ou alors un site e-commerce, ah, il y a une super promo maintenant. Ou un truc de sport, le nouveau match va commencer dans 10 minutes. Et paf. Donc le mec a 10 applications, il se retrouve avec plein de notifications. Et là, Google, il kiffe. Ils kiffent, parce que eux, en fait, l'objectif de Google, c'est que tu as le téléphone en main. Quand tu as le téléphone en main, tu as des grandes chances d'aller sur Google à un moment ou à un autre. D'accord? Et à ce moment-là, il y a la publicité, il te vend des choses, etc. Mais donc, ce système-là de notification, ça a été fait justement pour qu'on n'ait pas, en fait, ce temps de concentration, pour qu'on soit dérangé toute la journée, qu'on soit en permanence esclave. Je veux dire, mais vraiment, le mot esclave, il ne peut pas être plus adapté que ça. Esclave d'un téléphone. Esclave. Et c'est ça le but de ces entreprises-là, c'est de nous rendre esclaves de leur système. Alors, comment est-ce qu'elles font? Donc je vous ai donné le premier exemple, c'est justement l'histoire du feed qui ne finit pas, d'accord? Il faut savoir qu'au tout début de Facebook, finissait le feed. Quand on faisait défiler, on voyait ce qu'avaient posté nos amis et les amis de nos amis, et à un moment, après c'était terminé. Il n'y avait pas les amis de nos amis. Et le mec du Pakistan, le mec du d'accord, ça finissait. À un moment, très vite, en fait, ils se sont rendu compte que non, plus on fait consommer, plus les gens consomment. D'accord? Il y a eu pas mal d'études qui sont sorties là-dedans. Je vais prendre une étude qui a existé. Il faut savoir que dans les universités américaines, il y a ce qu'on appelle des laboratoires de persuasion technologique. Des laboratoires, on va analyser les failles du cerveau humain. Et on va essayer de voir comment faire pour vous attraper encore plus. Pour les attraper, oui, non. Vous les attraper encore plus. Et donc, il y a quoi dans ces laboratoires? Il y a des souris, il y a des singes, il y a des hommes, et il y a des super professeurs en blouse blanche qui sont en train d'analyser les cerveaux pour voir comment est-ce qu'on peut faire réagir les gens. Ils ont fait à un moment une expérience, ils ont mis autour d'une table des gens devant un bol de soupe. Et ils leur ont demandé à chacun de boire, de manger le bol de soupe. Il faut savoir que le bol de soupe était assez grand pour que de toute façon ils n'aient pas fini. Ils ont dit de manger autant que vous pouvez. Et ils mangeaient le bol de soupe. Ils sont partis, ils ont dit, bon, ils sont fous, ces professeurs-là, bon, ils étaient contents d'avoir mangé de la soupe, et ils sont partis. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un bol de soupe sur 2 était connecté à un tuyau en dessous, et le tuyau remplissait de soupe à chaque fois que les gens en mangeaient. D'accord? Donc en fait, la soupe se remplissait encore. Ils se sont rendus compte, c'est pas se rendre compte, c'était clair et net, sorti, que les gens qui avaient le tuyau en dessous, qui rechargeaient de soupe, avaient mangé 80% de plus, ça veut dire presque 2 fois plus, que ceux qui n'avaient pas le tuyau. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, ils se mangeaient. Eux, en fait, ils voyaient la quantité qui était en un truc, c'était pas le corps qui est en train de réagir. Est-ce que j'ai faim, j'ai pas faim, je veux encore, je veux pas encore. Ils étaient en train de manger, justement, ils disaient, bon, je pense que j'ai mangé assez de soupe, et ils sont partis. Comme ça descendait pas, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils en mangeaient. En fait, ça paraît rien du tout. Alors, il faut savoir que le Rambam, c'est une Gemara, dit qu'on doit s'arrêter 1/5, il y a une marque, je crois qu'il y a 2 versions, je crois que c'est 1/5 ou 1/4, avant que l'on n'ait plus faim quand on mange. Je sais pas si vous mangez, d'accord? Les gens en général mangent jusqu'à qu'ils sont bourrés. On va dire, ah, j'ai plus faim, donc j'arrête de manger. Non, on doit s'arrêter 20% avant, 20-25%. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'information de l'estomac qui dit je suis plein n'est pas encore remontée au cerveau au moment où vous allez dire j'ai plus faim. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez vraiment plus faim. C'est-à-dire que là, non, vous avez mangé 75%, l'estomac est plein, il ne l'en veut plus, mais le temps que ça monte au cerveau, cette information-là, vous allez encore manger, et là, tiens, je sens pas bien. D'accord? Et ça marche comme ça parce que justement, le cerveau ne réagit pas
comme ça. Et là, en fait, ce système de YouTube, c'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que eux, en fait, ont fait en fonction de ce qu'ils ont vu, ils ont mangé, mais en fait, leur cerveau n'avait, leur ventre et physiquement, ils n'avaient pas l'information de se dire j'arrête. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce qui est sorti en fait de cette information-là, de cette information-là, c'est que plus tu donnes à consommer à quelqu'un, plus il consomme. Je la simplifie, hein, c'est une longue étude qui fait presque 100 pages, avec du bol dessous. Mais il y avait d'autres expériences à côté. C'est plus tu donnes à consommer, plus tu consommes. Alors, donc c'est pour ça que les fils d'infini se sont créés. C'est pour ça que, comme je l'ai expliqué sur YouTube, il y a quelqu'un qui regarde une vidéo, paf, on lui en envoie une autre. Alors il y a encore quelques mois, c'était après 5 secondes, on faisait 5, 4, 3, 2, 1, paf. Aujourd'hui, il n'y a plus de secondes. Je ne savais pas, j'ai suivi pas très longtemps. Et il n'y a plus de secondes. Il y a une vidéo qui finit, paf, on est déjà passé à la prochaine. Vous avez rien demandé. Vous êtes en train de regarder Chiron Hara, comme j'ai expliqué, vous allez vous retrouver avec un concours de surf à la plage de Los Angeles. D'accord? Alors maintenant, on sait que vous aimez le surf. D'accord? Alors aussi, il y a quelque chose qui est important. Alors, avant que je vous parle de comment on fait en sorte de vous donner des choses que vous aimez, il y a un sujet que vous devez comprendre, c'est le sujet de ce qu'on appelle le A/B testing. A/B testing. A/B testing, c'est quelque chose de tout simple, mais c'est machiavélique. C'est-à-dire, moi je suis une société comme Facebook ou Google ou n'importe qui, et je veux donc bouffer la vie de mes utilisateurs. D'accord? C'est mon objectif, je vais gagner ma vie avec. Et donc je veux qu'il reste plus de temps. Donc, que je vais faire? Je vais en permanence faire des petites améliorations pour que ça soit mieux. Maintenant, comment je fais ces améliorations? Est-ce que c'est mieux un gros bouton, un petit truc là? Est-ce qu'il vaut mieux la police de caractère comme ça ou comme ça? Il y a plein de questions en permanence, d'accord? Nous, il y a 20 ans qu'on créait des services sur Internet, ben, on prenait des choix et on priait pour que ça soit le bon choix. Et très souvent, c'était pas le bon choix. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'ils font? Un ingénieur chez Facebook a une idée. Je pense que si on fait comme ça, ça va être mieux. Alors on lui dit, ok. Quoi, ok? Ben oui, on y va. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a? Il a une plateforme où il met son idée dans la plateforme, il code, il met son idée dans la plateforme, et dès la minute où il appuie sur Go, vous allez avoir des millions de personnes dans le monde qui vont voir la nouvelle version, la version avec le changement qu'il a fait, et vous allez avoir le système d'A/B testing, A/B testing, c'est-à-dire A ou B. Ils vont répondre à Facebook, est-ce que le A est mieux ou le B est mieux? D'accord? Et c'est quoi mieux? C'est-à-dire, est-ce que j'ai plus bouffé la vie des gens là? Non. D'accord? A, B. Et donc là maintenant, l'ingénieur il a eu sa petite idée, il a fait, et là on sort résultat, tu as augmenté de 0,3% le temps passé sur le service. Et là, le bureau applaudit. Le bureau applaudit. On a réussi à trouver un truc. Là, je vous donne un exemple. Il y avait des époques où Facebook faisait 1000 modifications par jour, comme ça. Testait 1000 choses par jour. Et c'est plus machiavélique que ça. La deuxième fois, c'est qu'en fait, les interfaces changeaient en fonction de la météo du pays. C'est-à-dire qu'en fait, quand il faisait gris à l'extérieur, on éclairait l'écran. Quand il faisait beau à l'extérieur, on obscurcissait l'écran, parce que justement, ça permettait de plus radois, comme on dit, plus calme dans son écran. Il y a plein de méthodes. Mais en fait, il peut y avoir n'importe quelle idée, la tester, et ils peuvent tester ça en espace d'une journée, 2 journées, 3 journées, ça dépend du temps qu'ils veulent pour tester justement différentes combinaisons. Et ils ont en fait de savoir est-ce qui est mieux ou pas. Donc en fait, la version là, Facebook a augmenté son temps de connexion là, le dernier trimestre de 8%. Je ne sais pas si vous avez mis 8% pour des milliards de personnes. C'est gigantesque. Pourquoi? Parce qu'ils ont amélioré justement avec le système d'A/B testing et l'algorithme dont je vous parlais à l'instant. Ils ont réussi à améliorer justement le fait de capturer. Et ça, donc ça c'est le système d'A/B testing. Il y a les médias par exemple, les journaux. Les journaux, il y a plein de gens qui adorent les médias. Moi j'adorais les journaux. J'adorais être au courant de l'actualité, etc. Même ma première startup c'était un moteur de recherche de l'actualité, genre le Google News. Et ça faisait d'autres choses. Mais c'était toujours. Et en fait, quand on lit l'actualité, on a l'impression qu'il se passe toujours quelque chose. Et un jour, j'ai investi dans une société qui s'appelle Visual Revenu. Et c'était quoi Visual Revenu? C'était un service qui permettait, en fonction de l'heure de la journée, en fonction pareil de la météo, en fonction de plein d'informations, de réaménager un journal pour que les gens le lisent le plus possible et pour que le journal ait
on a toujours l'impression qu'il se passe quelque chose de nouveau. Si vous avez un site internet d'un journal, et vous y allez une fois, et la deuxième fois où vous y allez, c'est la même information, la troisième fois, c'est la même information, en général, vous ne reviendrez plus. Mais si à chaque fois ça change, celui-là, il a toutes les nouvelles infos. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans toute cette technologie-là, Visual Revenu et toutes les autres, en fait, la plupart des articles, ils ont déjà été écrits à l'avance. D'accord? Le nouvel article qui vient de sortir à 3h43, d'accord? En fait, il a été écrit il y a une semaine. L'algorithme a dit c'est maintenant qu'il va sortir. C'est maintenant que les pigeons vont rester dessus. D'accord? On va prendre par exemple un exemple. On sait que le jeudi, les gens prévoient en France, les gens prévoient leur week-end. D'accord? J'ai en France aussi appelle week-end. Mais prévoient leur week-end. Qu'est-ce qu'on fait le week-end, etc. Donc paf, le journal va commencer à mettre tous les articles qui ont été postés sur le sujet, les nouvelles excursions, les autres, un peu la province, etc., les chevaux. Ah, ils vont commencer à les réaménager pour que ça soit au bon endroit, au bon moment. Enfin, au moment où les gens vont commencer à faire ce genre de choses. Et à quelle heure c'est 4h l'après-midi, 5h, le jeudi. En fin de journée du jeudi, les gens disent, bon, il faut voir quand je prépare mon week-end. Ah, automatiquement, on réaménage. Donc pareil, interruption, on est déconcentré pendant ça. J'ai vraiment perdu le fil. Non, donc voilà. Donc en fait, les médias aussi fonctionnent dans un système où ils nous font toujours croire qu'il se passe quelque chose. Mais si on réfléchit bien, si on lit un média aujourd'hui en Israël, ça parle de quoi? Ça parle malheureusement d'un pigouin, des soldats blessés. Il y a une négociation avec le Hamas et on cherche les otages. Et les Kharadim ne font toujours pas l'armée. D'accord? Vous prenez le même journal, d'accord, il y a 2 semaines, c'est la même chose. Vous prenez le même journal il y a 1 mois, c'est la même chose. Vous prenez le même journal il y a 2 mois, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Et en fait, les journaux font en sorte, parce que les journaux aussi veulent vous voler votre temps, parce que c'est ça qu'ils vendent, ils ont des annonceurs, c'est gratuit, on vous vend. Et donc ils font en sorte à ce que ça bouge. On a l'impression que ça bouge, mais réfléchissez, c'est la même chose. Il ne se passe rien. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas un Khatouf qui est sorti depuis des mois. Rien. Mais ça bouge. Et les réseaux sociaux font bouger encore plus. Et ça bouge. Et les gens parlent. Et ça bouge. Il y a un qui poste sur Twitter un petit truc de 3 lignes. On en fait une grande histoire. Et tout le monde va faire son analyse d'opinion. Alors hier, la pile a dit. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, passer du temps sur les journaux, d'accord? Passer du temps sur les journaux, je pense que c'est un des pires du tout le temps qu'on peut avoir sur Terre. Un des pires du tout le temps. Alors les réseaux sociaux, évidemment, on n'en parle pas. Mais dans les journaux, ça de vouloir être au courant de l'actualité. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Évidemment, Radio Shalom, s'il se passe quelque chose dans un endroit où on habite, où on a ses parents qui habitent, etc., on veut se renseigner, évidemment qu'il faut le faire. Évidemment, on ne va pas rester comme ça en disant Hachem Allah, on peut se renseigner, se tranquilliser, hein. Et encore, si on a la vraie information, ce qui n'est pas souvent en général pas le cas. Mais on n'a pas besoin d'être au courant de tout. Et le monde, en fait, de toutes ces entreprises-là, les médias, les réseaux sociaux, veulent toujours nous faire croire qu'il se passe plein de choses et nous mettre dans un sentiment d'urgence. Il faut que je sois dessus. Quelqu'un qui prend son téléphone dans le métro, qui prend son téléphone dans le métro, en faisant la queue, en faisant un truc, il est en train de regarder si c'est pas passé quelque chose. T'as pas compris qu'il se passe rien à chaque fois que tu l'ouvres? C'est à chaque fois. Ah, de temps en temps, il y a un message de ta mère qui dit où est mon fils, où tu es mon fils. Ah, mais il se passe rien. Et pourquoi ça marche comme ça? On va en parler dans quelques minutes. Maintenant, je vais parler au sujet des contenus qui nous sont transférés. Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps? Comment est-ce qu'on passe autant de temps? Comment ça peut nous intéresser autant? Alors, il faut savoir que la première chose que fait une entreprise Internet, c'est de vous cartographier. C'est-à-dire de vous mettre des pleins de tampons, des tags sur vous, en disant qui vous êtes. Très très vite, ils vont savoir que vous êtes juif. Très très vite, ils peuvent savoir que vous êtes orthodoxe, que vous aimez la Gemara, j'espère, que vous aimez que vous aimez le foot, j'espère pas, et que vous aimez ci et que vous aimez ça, etc. D'accord? Et même vont connaître vos opinions politiques. Comment je peux connaître l'opinion politique de quelqu'un alors qu'il ne le dit pas sur Internet?
Je ne dis pas j'aime Netanyahou. D'accord? Je ne le dis pas. Je vais vous dire comment ça marche. Vous êtes en train de regarder une vidéo sur Netanyahou. Donc la personne regarde la vidéo sur Netanyahou et vous la regardez jusqu'au bout. Et c'est une vidéo pro-Netanyahou. Si vous la regardez jusqu'au bout, 99% de chance que vous êtes pro-Netanyahou. Parce que si vous n'étiez pas pro-Netanyahou, vous n'aurez pas tenu plus d'une minute. Vous aurez coupé. Moi aujourd'hui je voyais Lapid par exemple, là, il parle, je ne peux pas le regarder plus de 5 secondes. C'est pas possible, il est énervant. Et comme ça. Et donc en fait, vous avez, quand maintenant vous rentrez dans une vidéo, et vous voyez quelque chose comme ça qui vous intéresse, je dis Netanyahou c'est un exemple, parce que c'est plus flagrant. Aujourd'hui en Israël, il y a les pro-Netanyahou et les anti-Netanyahou. Moi je sais aujourd'hui, je pose la question à mes amis anti, je leur demande qui a fait quoi Netanyahou, ils me sortent des arguments, mais je ne les comprends même pas, je ne sais même pas ce qu'ils ont. Non, mais tu sais quoi, et eux ils n'avaient pas à comprendre comment je peux être pro, je ne suis pas pro non plus, mais bon, ni un ni l'autre, mais comment je peux ne pas avoir de problème. Je dis, mais tu vis dans quel monde? En fait, oui, on vit chacun dans un monde différent. Et je vais vous expliquer comment ça marche. C'est-à-dire que quand on sait que vous êtes pro-Netanyahou, en permanence, on va à partir de maintenant vous montrer des vidéos pro-Netanyahou. Pro-Netanyahou, vous allez voir en permanence pro-Netanyahou. Netanyahou est super, et là, l'armée, super, ok? Si vous êtes anti-Netanyahou, on va vous montrer en permanence des vidéos anti-Netanyahou. Dans les deux cas, vous allez kiffer. D'accord? Et c'est le but. Le but, c'est que vous restiez dessus. Mais le but de ces gens-là, ce n'est pas pour vous de connaître, c'est pas pour que vous connaissiez la vérité. Pas la vérité, ou vous arriviez à analyser les choses, pour pouvoir vous faire un avis. Non, c'est qu'à partir du moment où vous avez été dans une direction, on vous fait rester dedans. On vous enfonce dedans. Vous avez par exemple les conspirationnistes. Vous savez ce que c'est les conspirationnistes? Les conspirationnistes, c'est les gens qui pensent que tout le monde ment. C'est-à-dire que les politiciens sont des... Par exemple, les gens pensent que la Terre est plate. D'accord? Ils pensent qu'on nous a menti, la Terre n'est pas ronde, elle est plate. Vous avez des centaines de vidéos sur YouTube, de vidéos qui démontrent que la Terre est plate. D'accord? Ou les conspirationnistes... Pardon? Bien sûr que c'est faux. Non, ça existe. Ça existe. Les vidéos qui montrent ça. Qui montrent la... Mais non, au Krachem, à Yeshiva, on est avec du Emet. Mais vous imaginez pas. Le vaccin du corona, d'accord? Alors maintenant, les gens qui disent j'aime pas trop les vaccins, j'aime pas les vaccins, etc., c'est une chose. Mais les gens ils disaient quand même, c'était quoi la grande conspiration qu'il y avait à l'époque du vaccin? Vous vous rappelez ce qu'il y avait? La 5G. On nous mettait une puce à l'intérieur. Vous imaginez? Il y a des gens qui gobaient. Je suis sûr qu'il y en a certains ici qui ont gobé. Il y en a certains qui ont gobé. On peut penser qu'on nous mettait une puce de téléphone à l'intérieur pour pouvoir nous suivre. Vous imaginez? Mais vous parlez de centaines de millions de personnes qui sont tombées dans ça et qui pensaient, et qui ne se sont pas fait vacciner, qui sont mortes du corona à l'époque, parce qu'il y avait en pensant qu'il y a une puce. En fait, plus c'est gros, plus qu'on raconte des trucs débiles, plus les gens tombent dedans. C'est aujourd'hui comme ça que le Hamas arrive à tenir la moitié du monde en disant il y a la famine à Gaza. D'accord? Les gens pensent qu'il y a la famine à Gaza. Vous ne pouvez même pas imaginer les marchés pleins de Gaza. Ils sont pleins. Moi, j'ai un de mes beaux-frères qui est un grand paquet de l'armée. Il m'a envoyé des photos. Il m'a dit, mais ils ont plus à manger qu'au chou de Netanyahou. C'est pas possible. Ils en ont, mais c'est inimaginable. Et là, ils ont des trucs, etc. On a plein d'analyses. Au Krachem, il y a même les goïms commencent à se rendre compte de ça, mais il y a la manipulation. Et plus c'est gros, plus ça passe. Donc les conspirationnistes, par exemple, c'est les gens qui pensent qu'on leur ment. Par exemple, que le World Trade Center, c'est les Juifs, c'est les Israéliens qui ont envoyé des avions, c'est pas Ben Laden. Que Neil Armstrong n'a pas été sur la Lune en 1969. Il n'a pas été sur la Lune. C'était un studio dans une cave de New York. Et en fait, ils se sont cachés et ils ont fait un petit truc avec un petit drapeau en disant on est sur la Lune, mais en fait, ils n'étaient pas sur la Lune. Alors, il y a plein de cas comme ça. Et donc, par exemple, un conspirationniste, on va lui montrer toute la journée des conspirations. Il est là, oh là là, les francs-maçons dirigent le monde, les juifs dirigent le monde, les trucs. Ah, mais tout le monde dirige le monde. Avant, on m'a dit les juifs dirigent le monde. Alors, moi, quelqu'un m'a dit ça un jour, on passe après, j'ai déjeuné avec quelqu'un, il me dit, il paraît que les juifs dirigent le monde. Alors, j'ai fait, donne-moi l'adresse de la direction. Moi, je veux aller voir. D'accord? On dirige le monde en quoi?
un Lévaï, qu'à un moment, enfin Lévaï, pas tous les jours, en tout cas un Lévaï qu'on arrivait, quand on aura le Mashiach, oui, on dirait vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein comme ça de choses qui sont passées. Donc en fait, on reprend le pro-Netanyahou, l'anti-Netanyahou. Vous allez avoir donc les pro-Netanyahou qui vont voir que les pro-Netanyahou, des anti-Netanyahou qui vont voir que les anti-Netanyahou. Et donc vous allez voir, dans un même environnement, des voisins, ou un couple, le mari et la femme, qui ne vivent pas dans le même monde. Ils ne voient pas la même chose sur Internet. Ils ne voient pas la même chose. Il voit que des belles choses sur Internet, et l'autre voit que des mauvaises. Et ils se parlent à table, ils ne se comprennent pas. Ils se tapent dessus. Ils se tapent dessus, je ne sais pas physiquement, mais en tout cas... Et donc en fait, nous, les Abdil, Baruch Hashem, quand on étudie la Gemara, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Sur tous les sujets, ou presque, il y a une marloquette. Tous les sujets. Si on rentre dans la halakha, je pense qu'on est quasiment dans tout. Un jour j'ai dit à un rave, je crois que la seule chose qui n'a pas marloquette, c'est qu'on ne peut pas allumer du feu Shabbat. Il me dit non, marloquette. Sinon il y a, je crois que c'est Rabbi Yehuda qui dit que si c'est pour brûler, pour détruire quelque chose, on pourrait allumer le feu au Raïta. Ah bah, il n'y a marloquette. Donc vous avez Abaye et Rava. Ok? L'un va dire quelque chose et l'autre va dire le contraire. C'est quoi notre objectif à nous? De comprendre Abaye. C'est quoi comprendre Abaye? De comprendre son raisonnement. Dit Elou Elou Divrei Elokim Chaim. Les deux sont les paroles d'Hachem. Comment quelqu'un qui peut dire A et l'autre dit le contraire de A, les deux peuvent avoir raison. Ce qui s'est passé, c'est que les deux ont eu un raisonnement. C'est ça qu'on appelle un raisonnement. Ils sont arrivés, donc ils ont des svarot, ils ont des choses qui les ont fait arriver à ce résultat. Et le deuxième a eu ce résultat. Nous, on est là, quand on étudie la Gemara, on est là pour comprendre Abaye à 100%, et on est là pour comprendre Rava à 100%. Celui qui dit Abaye, moi je suis pour Abaye. Enfin, c'était quand moi j'ai étudié, donc j'ai étudié pendant 15 ans avec une chavruta le matin, et quand je suis rentré en yeshiva il y a 6 ans, j'ai voulu reprendre de zéro les cours. Et en fait, j'ai une yeshiva de Baalei Teshuva qui s'appelle Netivot Olam, qui est extraordinaire, c'est une yeshiva israélienne. Et il y a des anciens joueurs de foot, militaires, chanteurs, enfin il y a tout, la société israélienne. Même en il y a encore le trou de la boucle d'oreille, d'accord? Il y a plusieurs qui ont un problème, ils sont en train de chercher une solution pour boucher le trou, parce que leurs enfants commencent à leur dire comment ça se fait que tu as un trou dans l'oreille. Juste pour vous dire d'où ils viennent. Et aujourd'hui, c'est des Talmidei Chachamim, et ils vous font des chabourot pendant 1 heure, et sans fin. Donc je suis rentré, moi j'ai voulu passer, j'ai dit, là, je vais refaire le parcours de zéro de la yeshiva. Et quand on s'est retrouvé comme ça, à un des premiers shiurim, il y avait le Rav qui adorait faire ça en disant, bon, allez, Abaye a dit ça, Abaye a dit ça, qui a raison? Il y en avait toujours un qui tombait dans le tableau. Non, Abaye, vraiment, il a tout compris. Et donc vous avez compris que c'est pas ça le limoud, d'accord? Le limoud, c'est d'arriver à comprendre comment on peut dire muta et comment on peut dire asso, et d'être convaincu à 100%, de comprendre à 100% celui qui dit ça et de se comprendre à 100% celui qui dit ça. Je reviens à ce que j'expliquais avant, on revient dans le monde obscur, et c'est pas comme ça sur Internet. Sur Internet, vous n'allez jamais arriver à comprendre, avoir un horizon aussi large pour comprendre tout le monde. D'accord, déjà c'est des bêtises, d'accord, en général, ce qu'ils disent, l'un ou l'autre, d'accord. Mais en plus, vous ne pouvez pas avoir la vision globale, puisqu'on ne veut pas que vous ayez la vision globale. C'est pas intéressant des gens intelligents. C'est pas intéressant. Les gens intelligents, ils n'utilisent pas Internet. D'accord? Moi, il faut savoir, j'étais conseil de grande fortune et tout ça. Et ils avaient des téléphones, des petits Nokia, qu'on appellerait cachers ici, quoi. Ils avaient des téléphones pourris. D'accord? Pas pourris, c'était les meilleurs. Un jour j'ai dîné avec une société d'assurance en France avec Covea. MMA, il y a plein d'assurances. Moi, tu avais 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Un petit truc, quoi. Okay. Donc ils arrivent, et en général, il y a eu une époque où moi j'étais le patron de la French Tech on site. Et à chaque fois qu'une grande entreprise venait, il fallait qu'il passe par la Tour Eiffel, Jérémy. Voilà. Donc en fait, ils voulaient me rencontrer, donc on organisait un dîner, et moi j'ai dit, je le faisais. Donc là, il y avait toujours mes rabbinim derrière qui me disaient, vas-y. Kiddush Hashem d'arriver en kippa, en barbe, en charedi, à un rendez-vous comme ça. J'ai toujours été très très fier. Et donc un jour, je me retrouve avec tout le conseil d'administration de cette société d'assurance, sauf le patron. Et ils me racontent à quel point leur entreprise va bien.
et à quel point leur patron est cultivé, à quel point leur patron a pris tous les meilleures stratégies, à quel point il est génial. Mais il n'a pas de smartphone. Alors là, il pensait que j'allais dire, ah ouais, hein, alors là, il exagère. Je dis, mais vous n'avez pas réfléchi que c'est peut-être pour ça qu'il est génial? Là, ils ont eu un choc parce que moi, je suis le monsieur de technologie, quoi. Mais vous ne pensez pas que c'est pour ça qu'il est cultivé? C'est pour ça qu'il arrive à prendre de bonnes décisions? C'est pour ça que vous arrivez à lui parler à chaque fois? On arrive à lui parler à chaque fois qu'on a besoin de lui? C'est peut-être pour ça. Et là, on est entré dans le sujet dont je vous parle aujourd'hui. Mais ces exemples-là de gens extraordinaires qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont aucun réseau social, etc., c'est énorme le nombre de gens comme ça. C'est énorme. Et la plupart des gens que je connais, donc qui sont des grands patrons des trucs, etc., n'ont pas ça. N'ont pas les TikTok, n'ont pas les Instagram, n'ont pas les Snapchat, n'ont pas les Facebook, n'ont pas les trucs. Mais ils savent très bien que c'est pour les pigeons. Ils savent très bien que c'est pour les pigeons. C'est pour le peuple à qui on va voler le temps. Donc réfléchissez bien quand vous étudiez la Gemara et que vous avez justement cette panoplie de visions et que vous avez 10 rishonim qui vont dire 10 choses différentes, les gens vont dire, oh là là, mais attends, il ne va pas s'entendre à un moment. Non, non, au contraire, c'est ça qui fait ouvrir l'esprit. C'est ça qui nous fait réfléchir différemment. Avec notre âme en ce moment, Rav extraordinaire, Rav Reichenberg, on est en train de refaire la même souga depuis 2 semaines. Tous les jours, il dit Trilim Mitradash. On refait la même souga complètement autrement. On comprend le Tosot différemment, et le Rambam différemment, et le truc différemment, et on rentre, c'est extrêmement fabuleux. Et à chaque fois, on dit, mais c'est possible, hier j'étais convaincu que c'était ça le Mahalach, mais là je suis encore convaincu aussi, mais c'est incroyable. Et c'est ça en fait qui fait que je peux appeler ouvrir l'esprit. Pour revenir maintenant à l'addiction. Pourquoi il est si dur à quelqu'un qui a un smartphone d'arrêter? Aujourd'hui, vous prenez un jeune de 16 ans. Vous lui dites, donne-moi ton smartphone. Si vous êtes un parent, vous avez une chance sur 10 de vous faire égorger. D'accord. En général, d'ailleurs, les parents n'essayent même pas. Bon, très souvent, les parents, ils sont des fois encore pires que les gosses. D'accord. Un jour, j'ai donné une conférence comme ça dans une école de Netanya. Religieuse, mais fait pour les parents. Il y a une maman qui était, au moins, elle n'a pas de filtre, elle, dans la bouche. Elle me dit, mais attends, moi, évidemment, mon fils, il mange, je le mets devant la tablette. Alors, je fais, mais vous n'êtes pas avec lui? Je fais, j'ai pas le temps. Je fais, mais vous avez quoi à faire? Je fais, je suis devant la télé. Mais comment je vais pouvoir voir la télé? Je fais, mais vous pouvez la regarder là le matin. Je fais, mais non, c'est le soir, mes feuilletons et tout. Alors, je fais, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire que, en fait, votre enfant, il est éduqué par TikTok. Mais elle était en mode, c'est normal. Je lui dis, mais regardez, vous pouvez pas réduire le temps à un moment? Je vais réduire, mais après, je vais devoir m'occuper de lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se fasse? Chaque jour, ça fait rire, mais c'est aujourd'hui la majorité des hommes la quasi-totalité des gens sur Terre, et la majorité des Juifs en Israël et en France, etc., vivent comme ça. D'accord? C'est juste, elle a dit les choses franchement sans filtre. Mais c'est comme ça que ça marche. Je lui donne la tablette pour qu'il me laisse tranquille. D'accord? Et donc pour revenir, donc comment est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à se séparer en fait de son téléphone? L'un des systèmes qui fait qu'on devient addict, c'est ce qu'on appelle de la génération d'une hormone qui s'appelle la dopamine. La dopamine, c'est une hormone, ça s'appelle l'hormone du plaisir, certains l'appellent comme ça. C'est l'hormone qui est générée quand les gens fument, quand les gens jouent au jeu d'argent, quand les gens se droguent. C'est la même hormone qui est générée quand on utilise les réseaux sociaux. Je se dire, mais on consomme rien, on a rien qui rentre, rien qui sort. Je vais vous dire tout simplement. À chaque fois que quelqu'un poste quelque chose, et il a un like, que les gens disent j'aime, ça lui génère de la dopamine. À chaque fois que quelqu'un envoie un WhatsApp et qu'il voit que son message a été lu, ça lui génère de la dopamine. Et donc vous avez en permanence, le cofondateur de Facebook, Sean Parker, a dit nous avons créé une usine, la plus grande usine au monde de génération de dopamine. Et donc en fait c'est quelque chose qui va rendre les gens accros. Et cette dopamine-là, c'est quelque chose qui est, donc c'est ça ce qu'on appelle la hitmakrout, l'addiction, d'accord?
C'est cette dopamine-là qui fait que les gens, par exemple, qui jouent au jeu d'argent, d'accord? Moi, je connais des gens, très proches, qui perdent des dizaines de milliers d'euros, des jeunes de votre âge, hein, qui perdent beaucoup d'argent dans les jeux d'argent, ils n'arrivent pas à s'arrêter. D'accord? Ils n'arrivent pas à s'arrêter. Pourquoi? Parce que ça leur génère quelque chose, et ils ne contrôlent plus. Quelqu'un qui veut arrêter la cigarette a du mal, d'accord? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que justement, son corps le demande. Comment ça se fait que ton corps il le demande et le corps de celui d'à côté il ne demande pas? Parce que tu lui as donné un peu de dopamine, tu génères la dopamine, et plus tu en génères, plus le corps en demande encore. Et encore. Ça finit jamais. Et c'est ça ce qui passe avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux génèrent de la dopamine, et régénèrent de la dopamine, et régénèrent de la dopamine, et donc les gens n'arrivent pas à s'arrêter. Les jeux vidéo, les jeux en ligne, pareil, génèrent énormément de dopamine. Ils génèrent aussi autre chose. Ils génèrent, en fait, quand quelqu'un, par exemple, a une vie pourrie en Chine, d'accord, je suis un petit chinois, et j'ai une vie pourrie, je travaille dans une usine à faire ça toute la journée, à mettre un truc dans une pochette, d'accord, hein, vous rigolez, mais ça, il y a beaucoup de gens qui font ça, d'accord. Vous arrivez maintenant sur un jeu en ligne, vous arrivez sur World of Warcraft, Call of Duty, hein, et là on vous met en soldat, vous êtes en 3D à faire la guerre, ou n'importe quoi, d'accord. À ce moment-là, en fait, ça génère un sentiment de satisfaction, genre d'existence, qui est tellement grand que les gens ne veulent pas s'arrêter. Et en fait, en Chine, il y a des centaines de centres de désintoxication aux jeux vidéo, aux jeux en ligne. Des centaines. Il faut savoir qu'en Chine, ils organisent des mariages, ils organisent des vrais mariages, ils organisent des mariages virtuels entre avatars sur les réseaux sociaux. D'accord? Mais ils invitent les gens, ils payent le traiteur avec de la vraie argent, mais le manger, c'est du virtuel. Eux, ils ont compris. Je vais vous expliquer. En fait, on leur a fait croire que la vie réelle, elle est là-bas. Que c'est ça la vie. La vie, c'est ce qui se passe sur le réseau. Et donc, en fait, quand ils vont servir je vais vous offrir des fleurs, des fleurs à tous mes invités. Le mec va avoir une petite fleur apparaître sur son écran. Il va dire, oh, c'est trop sympa, il m'a offert une fleur. D'accord? De la même manière qu'une femme, quand on reçoit une fleur, elle aime les fleurs. C'est nul, les fleurs. D'accord, ça meurt dans 3 jours. D'accord. C'est aussi fou quand on imagine. Mais là, en fait, c'est devenu virtuel. Mais donc, les Chinois ont des centres de désintoxication à tel point, il faut savoir qu'ils arrivent à des stades où des gens mettent des couches. Adultes mettent des couches pour ne pas se lever devant leur écran quand ils ont. D'accord. Chamichement. Vous voyez à quel point on est bien au collège. Mais je vous dis, alors il y en a certains qui vont se moquer en disant oh, ils sont fous les Chinois. Mais il faut savoir que tout ce qu'on fait les Chinois, nous on est arrivé quelques années après, on a fait la même chose. D'accord? Donc il faut savoir qu'ils ont juste des fois en avance sur les différentes évolutions de la société. Mais qui aurait imaginé, on aurait dit à 20 ans qu'on va laisser faire des gens pendant 10 heures faire comme ça toute la journée. On n'aurait jamais imaginé que ça allait exister, d'accord? De la même manière, de la même manière, vous avez Facebook ne s'appelle plus Facebook, la société elle s'appelle Meta, d'accord? Moi j'ai toujours ça fait tamer à l'envers, pas pour rien. Et Meta ça veut dire mort, mais bon. Alors, et en fait Meta pourquoi ça s'appelle Meta? C'est qu'en fait l'objectif de Facebook, sur lequel ils investissent des milliards, c'est de faire en sorte à ce que l'on ne soit plus devant un téléphone, qu'on soit dans des lunettes 3D, qu'on vive dans un monde 100% virtuel. D'accord? Donc on est dans un monde, on met des lunettes, et tout ce qu'on voit autour de nous, c'est plus ce qu'on a autour de nous. Oui, ça existe. Ça existe. Alors ils sont pas encore, ça n'a pas encore pris comme ils voudraient. Mais ils investissent des milliards de dollars, je crois que c'est 6-7 milliards par an dans ça, pour arriver à ça. Vous avez des lunettes, et les gens restent, et l'idée c'est qu'ils se baladent, et ils rencontrent des gens, et ils les invitent au restaurant. Dans les lunettes, d'accord? Pardon? Dans les lunettes, c'est à Internet, vous avez des gens quelqu'un il est à Hong Kong, bah vous le rencontrez à côté de vous dans l'univers des, je sais pas, de Spider-Man, je sais pas, voilà, et ils rencontrent des gens, d'accord? Il faut savoir qu'il y a les grandes marques du monde, Carrefour, McDonald's, Rabat, ils ont un bureau dans les mondes virtuels, tu savoir? On peut mettre les filles. Sur Sandbox, il y a un Rabat. Sandbox, c'est un grand. Non, mais il y a Rabat. Ils sont très bons. Ils ont raison. Ils vont au bout des choses. Au moins, ils sont où les gens se trouvent. D'accord? J'espère que c'est pour les faire sortir et pas pour les faire rester dedans. Mais
L'idée, c'est de basculer. C'est-à-dire que le fait d'être devant un écran, ça suffit pas. Ah, non. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que vous soyez à l'intérieur de ça. C'est pour ça qu'il va changer le nom en méta. Méta, c'est le début de métaverse. C'est un univers qui est extérieur à nous. D'accord? Pardon? Ouais. Ouais, voilà. Mais ça m'a tout dit déjà. Pardon? Le mode d'Apple, c'est pas fait pour ça. C'est pas vraiment fait pour se communiquer avec les gens de la même manière, etc. C'était censé être un outil, mais c'est pas là leur but. Enfin, celui de Facebook, mais quoi, c'est autre chose. Donc en fait, attendez, je vais juste boire un peu d'eau parce que sinon, je sais pas. Pas où? Alors je continue vite, c'est encore plein de choses, mais il me reste 5 minutes. 1h05. 1h05. Alors, je vous ai donné des exemples de WhatsApp. D'accord? WhatsApp, ça a été acheté par Meta, mais Meta déjà WhatsApp, ce que j'ai compris là, c'est que maintenant il y a des actualités au sein de WhatsApp aussi. D'accord? Là aujourd'hui, ça a été le gros problème des smartphones cachers qui se sont retrouvés avec WhatsApp avec des news à l'intérieur, donc ils ont trouvé des systèmes, des parades, etc. Mais alors que Facebook va aussi mettre de l'actualité dans WhatsApp pour justement faire tenir les gens le maximum dessus. Maintenant, je vous ai donné l'exemple de WhatsApp, l'exemple de faire partie de groupes qui nous dépriment, de groupes qui nous font perdre du temps. Il y a aussi un sujet dont je vous parle maintenant, c'est le sujet de l'influence. L'influence, le Rambam dit dans les Chotléot que l'homme est influencé par son entourage et les gens de son pays. C'est pour cela qu'il faut s'attacher au sadikim et s'éloigner des Hachaim. Si on habite dans une ville où il n'y a pas de sadikim, on change de ville. Et si on ne trouve aucune ville où il y a des sadikim, on va vivre tout seul. D'accord? C'est le Rambam Michodor, c'est pas avec Dalet, au tout début. C'est pas grave. Ça, je vous dis, il faut le lire 10 fois. D'accord? C'est pas le sujet de l'influence, mais aujourd'hui, quand vous êtes sur quelqu'un sur le site. À la fin. C'est à la fin. De toute façon, on le voit très très bien. On voit très très bien comment les gens se ressemblent quand ils sont dans un même endroit, comment les gens parlent de la même manière. On reconnaît un Français à Jérusalem à 200 mètres. D'accord? Là, pourquoi? Parce qu'on est... Maintenant, quand on est sur un réseau social, alors le rabbin nous dit qu'on doit être en permanence avec les tzadikim, on doit s'éloigner des Hachaim. Quand on est sur un réseau social, et on voit donc du matin au soir la vie de milliards de non-juifs et de milliards de gens qui font n'importe quoi. Et nous on peut dire, non mais moi ça ne me touche pas. Non, moi ça ne me touche pas. Donc ça veut dire en gros, Rambam, tu n'as pas compris comment fonctionne le monde. Moi, ça ne me touche pas d'être avec des gens, finalement de vivre avec tous ces gens-là, etc. Ça ne me touche pas. Alors qu'en fait, évidemment que c'est faux. Évidemment que je suis influencé. Évidemment que quand je me retrouve sur Facebook, je me retrouve sur Google, et toutes ces entreprises-là en plus ont des missions de faire passer certains messages, que je ne vais pas dire dans une yeshiva, certains messages qui veulent transformer vraiment l'être humain. D'accord? Ils veulent transformer vraiment l'être humain. Et ça, en fait, on est obligatoirement influencé par la poubelle du monde. D'accord? On est influencé, donc on fait le Rambam à l'envers totalement. Au lieu de se dire, je vais à la yeshiva, je vais au collège, ou même si quelqu'un décide d'aller travailler, je vais au travail et je suis entouré de 3 Talmidei Chachamim avec qui on fait tous les soirs une Chabruta et on est en tout cas avec nos gens bien, etc. Au lieu de dire ça, là, non, je vais vivre avec le mec du Madagascar, le Pakistanais, le truc, etc., qui commence à faire des sélectifs, et je vais être influencé. De la même manière, les groupes, sur n'importe quelle plateforme, Facebook, WhatsApp, Snap, etc., on crée des groupes. Les groupes sont des choses qui disent, bah oui, pourquoi les gens veulent des groupes? Parce qu'ils aiment bien être ensemble. D'accord? On n'aime pas être seul. Donc c'est bien de faire partie d'un groupe. Donc moi maintenant, j'ai décidé de devenir végétarien. D'accord? Je deviens vegan. Pourquoi? Parce que j'aime bien mon chien, et les vaches aussi. Et donc je ne veux pas manger de la viande. D'accord?
Après, comment je me débrouille avec la halakha? Je vois mon rab, moi je décide de manger moins de viande. Et il y a des rabbinim, mais Yaou par exemple, qui mangent quasiment pas de viande. Et là, on a des gens comme ça. Et si maintenant vous rentrez dans un groupe de gens qui ont décidé de ne pas manger de viande, il faut savoir que là, vous avez de très très grandes chances de devenir un mec de gauche, de commencer à détester les humains. Parce qu'en général, les gens qui aiment tellement les animaux, ils se mettent à détester les hommes. Et en gros, vous allez devenir un bobo, quoi. Et donc, en fait, vous allez rentrer, être influencé par des gens qui avaient un objectif qui paraissait ça au début, c'est je mange moins de viande. Ok, d'accord. Mais au final, vous allez vivre avec un groupe de gens et vous allez devenir comme eux. C'est-à-dire que quand on fait partie de groupes, on devient comme eux. Aujourd'hui, si on prend la communauté juive française, celle qui fait partie de l'ICRIF et l'UEJF, etc., ils sont tous pareils. Ils pensent tous pareil. Ils réagissent tous de la même manière. Ils font tous les mêmes réactions aux mêmes choses, sans réfléchir, c'est tout pareil. Quand moi je suis à l'extérieur, moi je ne fais pas partie de ce monde-là, je suis à l'extérieur, je regarde, je dis mais c'est pas possible, ils font n'importe quoi. Mais eux, en fait, entre eux, ils arrivent toujours à faire la même chose. Il m'est arrivé une histoire, il y a eu, il y a 15 ans à peu près, il y a eu une histoire où en fait en Égypte était sorti le fait que Orange était en Israël. Orange, vous vous rappelez qu'il y avait la marque Orange en Israël, le téléphone, avant qui est redevenu partenaire. Et en fait, Orange, ça appartenait à Paris. C'était une franchise, que Orange avait donné sa marque à partenaire. Et les Égyptiens ont dit, regardez, Orange aide les Israéliens, alors on boycotte Israël. Et là, à ce moment-là, on boycotte Orange, pardon. On boycotte Orange. Le boycott Israël, il n'avait pas entendu ça. Mais on boycotte Orange. Et là, le président d'Orange, Stéphane Richard, arrive en Égypte et dit, regardez, de toute façon, on sort l'année prochaine du pays, la marque Orange n'existe plus en Israël, et vous n'avez absolument pas, il n'y a pas de sujet. Et là, vous avez toute la communauté juive qui se met à traiter le patron d'Orange de nazi. Vous avez le logo Orange avec les croix gammées. Ils ont commencé à dire son grand-père était collabo. Et son truc, mais tous, mais je vous dis tout le monde, ça ne s'arrêtait pas. Et moi, en fait, j'ai la chance d'être très proche des gens d'Orange. Mais très proche, c'est-à-dire que la vice-présidente d'Orange, qui n'est pas juive, Nathalie Boulanger, elle s'appelle, d'accord, elle vient manger à la maison à Bnei Brak avec mes enfants autour, d'accord. Les gens en Orange, ils ont investi énormément d'argent pour soutenir Israël, pour soutenir les startups ici, pour soutenir le truc. Et ils n'arrêtent pas, ils sont en permanence Israël. Et là, en un instant, la communauté juive s'est envolée. Alors moi j'ai écrit un post à l'époque qui a fait grincer des gens en expliquant justement ce que je suis en train de vous dire. Mais ça montre en fait comment les gens sont des moutons. D'accord? Il y a une personne qui a dit une seule chose, un commence à dire c'est un collabo, et hop, tout le monde part. Là en ce moment c'est la même chose avec tout le sujet de l'armée des Haradim. D'accord? Vous savez que c'est en train de barder? Hein? Ouais. Encore, ça repart. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a jamais de nouveau. C'est Coël. Pardon? Ouais, mais comment il est là? D'accord. Alors maintenant, mais c'est parti par contre. Il y en a qui recommencent à lancer des petits mots Vincent, hop, les parasites et les trucs, etc. Et paf, ils sont tous repartis. En groupe. Et ils y vont, des centaines de milliers, des millions. Attends, mais t'as pas oublié qu'il y a 3 mois, 4 mois, ce qui s'est passé? Alors eux vont dire, oui, t'as pas oublié, tu vois pas que t'as besoin de faire l'armée, t'as besoin de... Alors, ils rentrent dans les détails, ça rentre comme ça, il y a encore des masses. En fait, ces mouvements de masse, c'est comme des vagues. C'est comme des vagues dans la mer. C'est-à-dire que, oh, tout le monde va d'un côté, après, oh, ça va de l'autre, oh, ça va de l'autre. Nous, on est censé avoir des avis individuels. Bien que, en fait, on est le peuple qui, à la première génération, Yaakov, première génération, on a 12 tribus. C'est-à-dire qu'il y a 12 façons de vivre différentes. Immédiatement dans le peuple juif, première génération. Les gens, on n'est pas censé être des moutons à aller tous dans la même direction. Alors oui, on doit tous aller vers Avodat Hashem. Oui, on doit tous aller vers justement se rapprocher des mitzvot, etc. Ça c'est la base, c'est un peu la fondation. Mais la manière de le faire, je ne suis pas obligé de le faire exactement de la même manière que tout le monde. Je dois le faire de la même manière parce qu'on a chacun justement une mission sur Terre. Et si maintenant je me fais influencer par du rien, d'accord? Je me fais influencer par, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je me fais influencer par là, je me fais influencer par ci, je me fais influencer par là. À la fin, mais finalement, je ne vais pas jouer mon propre rôle. Alors maintenant,
Quand vous êtes dans une yeshiva, évidemment, il faut suivre le yeshiva. D'accord? Je vais vous expliquer c'est quoi la différence. C'est qu'en fait, à partir d'un certain moment, donc on dit qu'on doit avoir quelque chose d'individuel. Mais à partir d'un certain moment, nous on a la chance, comme on dit, d'avoir la Torah. Et on a la chance d'avoir ce que j'appelle du big data, c'est un langage informatique, c'est-à-dire nos rabbanim, qui ont vécu énormément de choses, qui ont vu énormément de cas, qui ont vécu énormément de vies, qui sont au courant de tous les problèmes du monde. Un jour, il y a quelques mois, j'ai été syndac de mon premier petit-fils, mon premier petit-fils. Et donc j'étais syndac, les gens sont venus me demander des brachot. Le nombre de problèmes que les gens m'ont dit. Alors mon fils est malade de ça, et mon truc est ça, et ça. Je suis sorti, je suis descendu de la chaise, mais je me suis assis sur une chaise, je me suis effondré. J'étais comme ça. Quoi, le nombre de problèmes. Alors, vous imaginez les rabbinim qui font ça du matin au soir. Du matin au soir. N'est-ce pas? Non mais d'abord, je vous dis, c'est... Ah mais c'est un des kafto. Voilà. C'est la gare qu'on va faire. Mais bon, moi, je vous dis, en fait, vous avez des gens qui ont construit leur vie en se basant sur la Torah. Donc là, évidemment, vous devez le suivre, vous devez suivre ça, vous devez continuer, arriver à justement à vous construire par rapport à ça. Mais chacun d'entre vous va avoir des décisions à faire différentes. Et là, vous allez avoir le Rav, et le Rav, à un d'entre vous, il va vous dire tu vas faire comme ça, et à l'autre, il va dire tu vas faire comme ça. Quand on donne les réponses de Rav Kanevsky, il y a des gens qui vont passer 3 jours devant une réponse de Rav Kanevsky, pourquoi lui il lui a dit comme ça et lui il lui a dit comme ça. Il dit mais c'est pas du tout le même cas en face, regarde, c'était 2 personnes différentes, etc. Donc en fait l'individualité des gens c'est très très important, mais on a Baruch Hashem dans Rabbanim qui sont là justement pour nous aider à aller dans notre individualité. Je finis donc, Shalom Jacob? Non, ok, Shalom. Je fais encore 2 heures. Mais il y a le sujet de la vie privée. Beaucoup de gens, dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui crient pour le respect de la vie privée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui utilise Internet, on sait tout sur lui. On sait, donc, comme je l'expliquais, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il n'aime pas. Même aujourd'hui, Google sait exactement où vous avez été. Quelqu'un qui a un smartphone, d'ailleurs, il vous envoie tous les fins de mois. Vous savez que Google, les gens qui ont un smartphone, tous les fins de mois, ils reçoivent un mail en disant ce mois-ci, tu as été dans 15 endroits différents, tu as passé 2 heures au parc ici, et tu as fait 3 heures de vélo. Comme ça, il l'envoie. Et il va, quoi. Pourquoi il nous l'envoie? Parce qu'ils savent très bien que si on sait qu'ils ont toutes ces informations-là, on ne va pas être content. Donc ils nous font semblant que c'est pour nous. Regardez, je vais vous faire un petit bilan demain. Mais eux, ils sont très intéressés, ils sont très contents de savoir exactement dans quel restaurant tu vas manger. Ils savent exactement. Donc, maintenant, la vie privée. Donc, il y a le sujet de la vie privée. Donc, ces entreprises-là, de toute façon, savent tout. D'accord? Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des haut-parleurs qu'on met quelque part. Là, je peux mettre un haut-parleur là de Google. Je peux dire Google, tu peux me donner la météo de demain? Il répond. Tu peux me donner truc. Donc, enfin, il y a Alexa, Google, vous connaissez ça, oui? Il y a des haut-parleurs. Vous posez la question, vous prenez ce que vous voulez. Et il vous répond les horaires de Shabbat. Et vous donne les horaires de Shabbat. Il vous donne n'importe quoi. Mais en fait, ce haut-parleur-là, il vous écoute toute la journée. D'accord? Il est au milieu de votre salon et il vous écoute toute la journée. Alors oui, évidemment, il est interdit à ce qu'ils écoutent d'autres conversations, etc. Mais peut-être que des fois, il peut se passer des choses. Alors beaucoup de gens disent oui, mais c'est bizarre. Moi j'ai donné ces convents dans beaucoup de séminaires de filles. Elles sont toutes en train de me dire, mais je parlais avec ma copine d'un nouveau rouge à lèvres. Je rentre sur Internet, j'ai la publicité pour ce rouge à lèvres. D'accord? Alors, normalement, c'est pas légal, ça. Normalement, c'est pas légal, ils n'ont pas le droit de faire ça. D'accord? Donc, je ne sais pas à quel point c'est pas de la paranoïa ou si elle n'a pas cherché le rouge à lèvres il y a 2 mois. Et maintenant, on sait que c'est la période où il faut acheter le rouge à lèvres, donc on va sortir le rouge à lèvres. Il y a plein de systèmes. Même sur les téléphones, c'est pas ça. Pardon? Même sur les smartphones, C'est ça, je parle. Ah, sur les smartphones, oui, tout à fait. C'est pas que les haut-parleurs. Même sur les smartphones. Il faut savoir qu'un jour, il y avait une photo du patron de Facebook. Il avait un Mac, un ordinateur, et il avait mis sur son micro un morceau de métal. Il bloque le micro. Pourquoi il bloque le micro? Parce qu'il sait très bien qu'on peut l'écouter. Il sait très bien ce qu'il fait lui-même. Il écoute tout le monde. D'accord? Donc il sait très bien qu'on peut l'écouter. Donc vous avez le morceau de métal. D'accord? Il bloque le micro. L'ordinateur, on l'écoute. Voilà, là, il y a des téléphones là, on va écouter. D'accord? Un jour, il y a un parent d'enfant, il va voir son enfant. Et ils ont mis des petits
interphone comme ça, on peut parler avec ses enfants et voir ses enfants avec une caméra depuis son smartphone. D'accord? Et il y a un écran, donc je peux voir la maman, elle peut être encore dans sa cuisine, et elle peut dire « Oh chérie, ça va, repose-toi, dodo, à la distance, d'accord, devant ton téléphone, au lieu d'aller voir le petit. » Mais bon, à un moment, elle arrive devant le petit, et elle voit dans l'écran, elle voit un Chinois. Il y avait un Chinois qui était en train de parler avec son petit. Le Chinois, il est rentré dans le système, hop, il a accédé au truc, il a dû trouver les mots de passe, il a hacké aussi le truc. Il était là, d'accord. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est simple de faire ça. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est simple. Moi, un jour, j'ai rencontré des gens de l'armée et ils m'ont donné une plaquette d'une entreprise dans les tours Azrieli. C'est une boîte, d'accord, qui fait cette taille. Vous la mettez à un endroit, vous pouvez capter tous les mots de passe de tous les gens aux alentours d'1 kilomètre. Tous les mots de passe, Google, Dropbox, Google, tout. Ça capte tout, d'accord? D'accord, comment ça fait? Je peux te donner un cours, comment ça marche? D'accord? Quand même que j'ai un truc dans ma poche qui permet de faire ça. Il y a un truc comme ça, ouais. Ça, c'est un truc qui permet de piquer les mots de passe des gens. D'accord? Voilà. C'est juste pour tester, hein. Alors, je suis arrivé au cotel, j'ai posé ça. Et la sécurité, il me fait « Ah, tu en as un, ok. Bon, mais c'est pour tester. Technologie. Il y a des gens qui peuvent faire énormément de mal avec ça. On peut arriver, on peut faire un truc, on met ça dans un endroit, la personne elle se connecte, et au lieu de se connecter à son routeur, elle se connecte sur cet appareil, et on lui demande son login mot de passe. Il ne veut pas. Oh, on lui a piqué son login mot de passe. Une simplicité dingue. Je reviens. Soyez concentrés. Donc par rapport à la vie privée, si on voit, on prend la paracha de Balak, et on voit l'histoire de Bilam. Bilam, donc veut maudire le peuple d'Israël, et il passe son temps à le bénir. Et il arrive à un moment à la bénédiction ultime. Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, campement d'Israël. Qu'est-ce qu'il a vu? Rachid sur place, il dit, les portes des tentes n'étaient pas l'une en face de l'autre. Quoi ça? Ça, la Torah nous dit qu'il n'y aurait pas les portes en face. Et c'est ça que Bilam voit et dit waouh! Ça nous paraît bon. Ah non, en fait, si on réfléchit bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque famille d'Israël avait une vie privée. C'est-à-dire, je ne parle pas de la vie privée là maintenant que les entreprises nous volent l'information, c'est que non, aujourd'hui, les sociétés de l'Internet veulent nous faire partager les photos de nos enfants. On partage des photos de nos enfants, de notre femme, de nous en vacances, nous en vacances, les gens prennent la photo de ce qu'ils mangent. Et en permanence, quand quelqu'un fait une demande en mariage, il faut que ça soit publié en direct sur Instagram, sur la demande de mariage. C'est qu'en fait, on est en permanence à faire le contraire de la vie privée, c'est-à-dire à avoir de la vie publique. Les statuts de WhatsApp aussi, on met en permanence, j'ai fait en vacances ici, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Et ça, en fait, c'est le contraire du peuple juif. Le peuple juif doit vivre avec en gardant sa vie privée. Sa vie de famille privée. Je ne montre pas la photo de ma femme à tous mes copains. Je ne montre pas la photo de mes enfants, s'ils marchent, ils ne marchent pas, et trucs, à tout le monde. Je ne montre pas, je le garde pour moi. Et c'est ça que Bilam y voit. Bilam y voit des tantes qui ne se regardent pas. Chacun vit chez lui. Et le problème de voir en permanence les gens qui postent des choses. Un jour, il m'est arrivé une expérience, et je finis, dans 2 minutes. Il m'est arrivé une expérience, j'étais à New York, et là, je vois une jeune fille. En général, dans Hachem, je fais attention à mes yeux, et là, je suis tombé sur une jeune fille, et elle était comme ça dans la rue. Elle marchait complètement déprimée. Ah, je fais, waouh. Et à un moment, elle sort son smartphone, elle se coiffe, elle fait un grand sourire, et elle se prend en photo. Hop, et elle remet, et elle repart. Ok? Alors maintenant, je me suis dit, regarde ce qui se passe. Elle a mis sur Internet qu'elle est heureuse. Ses copines, elle dit, waouh, elle est heureuse. Mais ses copines, elles ne sont pas heureuses non plus. La vie, elle est dure, la vie. La vie, on a toujours des problèmes. Quelqu'un qui est père de famille, c'est très bien que l'éducation, c'est très dur.
le Shalom Bayit c'est dur, que tout est la Parnassa c'est dur. Quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous voyez des articles, vous avez l'impression que tout le monde est milliardaire, que tout le monde a réussi dans son entreprise, que toutes les entreprises vont bien. Mais moi, je suis actionnaire de centaines de boîtes, d'accord? Je peux vous dire, vous ne pouvez même pas imaginer les pleurs des entrepreneurs du matin au soir. Vous ne pouvez pas imaginer les souffrances, les problèmes et les galères. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être entrepreneur, ce n'est pas le sujet du tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est dur. La vie, c'est dur. Celui qui veut monter dans un tapis roulant et qui veut se laisser aller par la vie en disant ouais, ça va bien se passer, il a rêvé. À partir d'un moment, il va avoir des épreuves. Yaakov Avinu, à partir du moment où Vaïchev, Yaakov, immédiatement, ça commence ses problèmes. Ah, Yosef, il se fait kidnapper, il n'est plus rien. Quel Vaïchev? Il n'y a pas Vaïchev, la vie, elle est dure. La vie, elle est dure. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez que des gens qui sourient, que des couples qui s'adorent. Ils s'adorent, la mariée et la femme sont comme ça. Nous, on sait que quand il y a un couple, en général, se monte sur Internet, la plus grande chance, c'est qu'ils ont un problème de Shalom Bayit, on va entendre parler d'eux dans quelques semaines. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, les gens, pourquoi ils se mettent sur Internet, en couple? Ils veulent que les gens à l'extérieur disent ah, vous êtes bien ensemble, parce qu'ils cherchent de la validation sociale. Ils cherchent à ce que les gens autour disent est-ce que c'est bien, elle est bien ta vie? Je veux que les autres disent. Quand maintenant j'ai trouvé ma fiancée, d'accord, j'ai mon Shiloh, je la trouve magnifique. C'est les midotes qu'il faut. On a la même HKFA, c'est magnifique. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais la montrer aux copains. Pour voir ce qu'ils m'ont dit. Il suffit qu'il y ait un copain qui dise mais ça peut détruire une personne. Pourquoi? Parce qu'elle veut que les regards des autres, ça le porte. Nous, on est là, on doit avoir notre vie privée, nos décisions privées. On doit faire en sorte que ce soit chez nous que les choses se passent bien. Quand on regarde sur Internet que des gens qui sourient, on pense que la vie est facile. Quand on voit des journaux économiques, on a l'impression que tout le monde est milliardaire. Et à partir du moment où les Rosh Yeshiva, ils les appellent, et pour leur demander la Zdaka, ils n'ont pas un centime. D'accord? Pour donner. D'accord? Ils n'ont pas un an, mais attention, la trésorerie, le truc, et ci, et ça. Je ne parle pas de ceux qui donnent déjà beaucoup, et... Ok, mais je parle vraiment des gens qui... Ils n'ont pas. Il y a Rav Benchetti, ils les appellent les chefs de gare. Ils voient l'argent passer, ils payent les employés, hop, ils voient l'argent passer. Et eux, ils n'en ont pas. D'accord? Mais dans les journaux, ils s'appellent waouh, le grand entrepreneur. Ah. Moi, chef de gare, ça fait 20 ans que j'ai écouté ça, je ne peux pas l'embrouiller, c'est exactement ça. Mais donc en fait, on a l'impression que tout est beau à l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Vous avez des gens qui se suicident tous les jours en direct. Tous les jours. Vous avez chez Facebook plus de 1000 personnes qui modèrent le contenu de Facebook parce qu'il peut y avoir des horreurs qui sont postées, et parce qu'il y a des gens qui se suicident en direct pour les enlever. Les gens, en fait, de cette équipe de modération, c'était les seuls qui n'avaient pas le droit de travailler de chez eux pendant le corona. Ils étaient obligés de venir au bureau. Il y avait des psychologues sur place parce qu'il y avait des traumatismes. Ils voyaient des choses, des horreurs du matin au soir. D'accord? Et donc il y a ça. Et pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils voient que tout le monde est champion de quelque chose. Le mec, il est champion de guitare, il est là le plus du monde. J'ai un ami, il est champion du monde de roller. Il a sauté de roller de la Tour Eiffel. Il a mis un toboggan comme ça, il a sauté de la Tour Eiffel. D'accord? Là, les gens disent waouh, non, moi je suis rien. Moi, je suis juste rien. Personne. Je n'arrive pas à faire sauter de la Tour Eiffel. Voilà ça. Là, un chanteur qui peut... il fait une chanson, il va avoir 10 000 vues. Il va être triste. Je me dis, mais attends, si tu avais un concert de 10 000 personnes, tu aurais été le plus content du monde. Non, 10 000. Non, mais attends, l'autre, il a 100 millions, il a 50 millions, il a 20 millions. Non, on est tout en permanence comme ça, et triste. Alors parce qu'on voit que, de l'autre côté que tout le monde a l'air heureux. Et ça, c'est donc une grande erreur. Et la force du juif, c'est de vivre chez lui, de ne pas aller chercher à l'extérieur les solutions à ses problèmes. D'accord? La solution, elle se trouve chez lui, elle se trouve chez ses rabbanim, elle se trouve dans sa Torah. Il n'y a pas à aller chercher ailleurs. C'est tout à fait. On n'a pas besoin de diffuser les photos de nos enfants, pas besoin de diffuser les différentes choses. J'ai arrêté, mais juste pour finir, on a tout ce dont je vous ai parlé. Je ne suis même pas rentré dans le sujet des contenus pourris. D'accord? Les contenus tamés. D'accord? Je ne suis même pas rentré dedans, parce que même s'il n'y avait pas ça, le sujet était déjà catastrophique. Le sujet nous volait déjà notre vie. Alors si je rajoute en plus les contenus tamés, pour les gens qui n'ont pas de filtre, etc., n'en parlons même pas, les horreurs. N'en parlons même pas. Celui qui pense pouvoir faire sa Vodat Hashem en ayant un téléphone pas filtré, ou en ayant un internet pas filtré, ou même en ayant internet des fois tout court, d'accord, quand il n'en a pas besoin,
bon, je vous souhaite bon courage. Bon courage, parce que c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on peut même pas avoir une vie normale comme ça. On peut pas avoir une vie normale. Et c'est l'objectif de donc ces entreprises-là. Voilà, il y a plein d'autres sujets, mais ce que je vous dis maintenant, les gens vont me dire, mais donc qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Je jette mon téléphone, je fais mon réseau social, mais moi quand je vais faire des études de médecine, j'ai besoin de me connecter au réseau de sites. Chacun après peut faire sa sauce et arriver potentiellement à définir la technologie qu'il va utiliser s'il en a vraiment besoin et de bien réfléchir si le petit quand il va commencer à utiliser ce petit truc pour regarder le cours de Rav-Chat, est-ce que ça ne va pas l'entraîner à avoir des millions de trucs qui ne sont pas du tout cachés à côté ou n'importe quoi. Mais en tout cas, le but de ça, vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire, par exemple, je ne sais pas, je ne connais pas la stratégie de la Yeshiva, on n'a pas eu le temps de parler avec le Rosh Yeshiva avant, je ne sais pas par rapport au smartphone, comment ça marche au smartphone. Pardon? Il n'y a pas d'en avoir. Ok. Bon, mais alors maintenant je vous dis, c'est pas maintenant parce que vous n'avez pas le droit d'en avoir à la Yeshiva, d'accord, que le moment où vous allez sortir, vous allez dire, allez, c'est freelance, on peut aller, on fait ce qu'on veut, maintenant il n'y a personne sur notre tête, etc. Si on vous dit qu'il n'y en a pas ici, c'est qu'on sait que c'est comme ça que vous allez grandir. Si moi je vous raconte maintenant tout ça, c'est que pour le jour où vous sortez et que vous allez devoir faire des choix seuls, parce que les choix vous les faites seuls, ou alors vous les faites avec des masses mauvaises, d'accord? Le choix vous allez faire seul, à ce moment-là, faites le choix en connaissance de cause. Vous avez devant vous un monstre qui est fait pour attirer notre vie et pour vous la bouffer. Et il y a un truc, on n'a pas de chance, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. On ne peut pas gâcher en disant, ah bon, bah, de toute façon, je reviens. Alors, moi, on va sortir les goulgoulis et tout, pas besoin. Mais je ne vais pas tester. Mais en tout cas, on en a une. Donc, celui qui gâche sa vie, parce qu'il a pris des mauvais choix, il est mésalzel la vie. C'est-à-dire qu'il est, comment dire, il ne se rend pas compte de la valeur de la vie. Je ne veux pas dire tant pis pour lui, parce que ça me fait de la peine pour lui, mais il se sera entraîné là-dedans. Et il n'y aura pas un moment à 50 ans, quand il va se rendre compte du temps qu'il a perdu, des mauvais choix qu'il a fait, des trucs, etc. Shalom. Et à 50 ans, ce ne sera pas possible de revenir en arrière. Donc, moi j'essaie de vous mener, maintenant j'ai 46 ans, vous en avez 20, 21, 22, 5, c'est ça. J'essaie de vous faire gagner du temps, vous preniez vos bonnes décisions maintenant, Bezrat Hashem, Qu'est-ce que vous pensez de ChatGPT? Je suis abonné. ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle. Je dis là, mais la petite. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Si on utilise de l'intelligence artificielle pour avoir un rave, pour que ChatGPT nous dise quoi faire dans la vie, prendre des choix, évidemment, c'est pas bon. Parce que c'est toute la poubelle du monde qui est actuelle. Maintenant, si on l'utilise comme outil de travail, par exemple, si on est développeur informatique, ça nous aide à aller beaucoup plus vite. Bon, par exemple, j'ai marié donc une de mes filles il y a un mois, bon, très cher. Et j'avais 5 listes d'invités. Donc j'ai donné à chaque BT les 5 listes. Je lui dis, tu me les fais, tu me les classes par ordre alphabétique, tu me les dédupliques, c'est-à-dire je ne veux pas avoir les noms deux fois. En 20 secondes, il avait fini le travail. D'accord? Donc quand on utilise la technologie pour faire des choses comme ça qui nous permet de gagner du temps, à ce moment-là, c'est super. Maintenant, aujourd'hui, de quoi on a peur? C'est que quand on se met en ChatGPT devant un enfant, par exemple, qui commence à poser des questions qu'il ne veut pas poser à son père, il commence à avoir des doutes, et là-bas, les réponses vont être mauvaises. D'accord? Vraiment mauvaises. C'est la HKFA la plus mauvaise qui soit. C'est ça en fait le défaut. Donc il faut faire très attention à... Donc moi personnellement, évidemment, moi mes enfants n'ont accès à rien. D'accord? On a un écran dans la cuisine qui fait défiler les photos de famille toute la journée. Voilà. On en a plein et on n'a pas quoi faire. Donc j'ai fait les photos qui défilent. Voilà. Et les CUDA. Parce que on va pas commencer à leur faire tester. Tiens, regarde, ChatGPT, regarde, ça va donner. Quand les enfants un peu grandissent, je leur apprends à utiliser un peu, à coder un petit peu, à faire quelques petites choses pour justement leurs devoirs. Et aujourd'hui à l'école, malheureusement, même dans les séminaires à Bnei Brak, quand il y a des choses, ils demandent obligatoirement à avoir avec des connexions et des choses. Bon, mais en tout cas, c'est pareil, c'est le moins possible. Donc même ces outils-là qui peuvent être utiles, étant donné que ça peut être mal utilisé si on n'a pas la maturité qu'il faut faire attention. Ça raccourcit tout.
C'est très bien. C'est bon pour être flemmard. Non, tu vas. Regarde, ton rôle, c'est pas de faire un truc qui peut te prendre 5 minutes, de le faire en 3 heures. D'accord, parce que tu as autre chose à faire. Maintenant, si maintenant tu dois faire une trapoura ici à la Yeshiva, et tu laisses ChatGPT te la faire, là c'est problématique. C'est pas problématique, il peut t'aider de la faire. Un jour, je vais donner un chiot, ChatGPT m'a donné des super références. Et vraiment, ça m'a. Il est sorti fabuleux, mais j'ai travaillé le chiot pendant 3 heures, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai retravaillé après 2 heures dessus, tu vois. Donc en fait, gagner du temps, c'est magnifique. C'est la seule chose que tu ne peux pas payer, le temps. D'accord ? Tu ne peux pas en acheter du temps. Donc si tu veux faire des choses de manière plus courte, c'est très bien. Mais si c'est un truc que tu te demandes de réfléchir à ta place, pas de faire quelque chose de technique. Voilà. J'ai pas un exemple.